Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette session des tutos Amaté dédiée à l'analyse textuelle avec R et en particulier avec le paquet Rtemis. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux collègues de l'INED, Milan Vala et Bénédicte Garnier. Et donc, c'est une intervention à deux voix sur l'analyse de données textuelles avec ce paquet. On va partir pour une bonne heure de présentation et après, on pourra avoir des échanges après ce premier moment. Donc, merci Bénédicte et merci Milan et je vous laisse la parole pour nous parler d'Rtemis. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de monde. On espère qu'on va être à la hauteur. Donc je vais commencer par une présentation générale de Rtemis, donc il y a un paquet d'analyse textuelle en R. Et ensuite Bénédicte va relever le défi de vous mettre en pratique tout ça en direct. On va voir si on y arrive sans se planter. À moi la tâche difficile. Alors juste pour commencer, tout le monde ne repère pas toujours le jeu de mots, alors on met cette image souvent. Donc le nom Rtemis, ça vient de Text Mining Solution, en fait c'est une abréviation et c'est aussi un jeu de mots avec R, comme on aime bien faire dans les paquets R en général. Alors c'est un projet qui a été lancé en 2011, donc en fait ça commence à dater. Au départ ça a été avec Gilles Bastin qui est à l'IEP de Grenoble, et depuis on a continué avec Bénédicte à développer dans différentes directions, dont je vais vous parler rapidement. Donc en fait, on était parti, et quand on a lancé ce petit paquet, l'idée, alors le paysage a un peu changé depuis, mais l'idée c'était quand les logiciels qui existaient étaient très souvent ou presque toujours propriétaires, c'est-à-dire payants, avec des codes sources fermés. Donc chacun avait un contexte théorique assez marqué, qui permettait donc pas de faire tout et n'importe quoi. C'était vraiment, il fallait choisir son logiciel et ses analyses en même temps. Le codage avait un format spécifique, donc vous connaissez sans doute le format texte étoilé. Bénédicte, j'ai l'impression que tu grésilles, non? Voilà. Le format texte étoilé d'Alceste, par exemple, qui demande un codage spécifique qui peut prendre du temps si on le fait à la main. Et tous ces logiciels étaient isolés des logiciels mainstream ou généralistes de statistiques, et donc qui ne permettent pas facilement de brancher les analyses textuelles à d'autres analyses plus standards de la statistique, donc ça pose un peu un problème. Si on veut un peu adapter les analyses pour faire des choses qui ne sont pas prévues à la base par le logiciel. Donc ça a un peu évolué, puisque par exemple Iramutech a été créé à peu près en même temps, juste après Rtemis, et donc c'est un logiciel libre, donc ça change quand même pas mal de choses. Mais du coup, les risques qu'on avait identifiés et qui persistent avec ces logiciels, c'est un risque d'enfermement dans un environnement à cause des coûts d'entrée élevés, à la fois des coûts financiers quand on doit acheter une licence, et puis des coûts d'apprentissage d'un logiciel particulier, et de ces formats spécifiques. Une fois qu'on a codé son corpus, on n'a pas envie d'aller en tester un autre. Et du coup, potentiellement, une surestimation des capacités de l'environnement et d'un manque de réflexivité, puisque une fois qu'on est enfermé là-dedans, on n'a pas vraiment envie de trop réfléchir à autre chose, parce que les coûts sont assez élevés. Donc l'idée, c'était de faciliter l'intégration avec le reste de la statistique pour facilement pouvoir tester différentes choses. Donc on avait choisi R, qui, à l'époque, peut-être que ça pouvait se discuter. Maintenant, je pense que c'est de plus en plus évident que R est un peu le standard de statistique en sciences sociales et ailleurs. Donc rapidement, les intérêts de R dans notre cas, donc sa robustesse, c'est-à-dire que les procédures statistiques sont utilisées pour différentes applications, donc elles sont bien testées, elles sont développées par les meilleurs experts souvent d'un champ. Le code est transparent. Donc on peut vérifier ce qu'il fait, on peut facilement l'adapter en fonction des besoins, en fonction de son niveau aussi, mais on peut faire des choses plus ou moins avancées. Donc sa gratuité, bon, c'est assez évident, mais dans nos champs, c'est quand même très important, par exemple pour les étudiants, pour travailler des étudiants, on ne peut pas leur acheter 20 licences, 50 licences. Pour échanger avec des collègues, c'est aussi pratique. Les multiplateformes, donc aussi ça permet de travailler avec des collègues sous différents systèmes d'exploitation sans problème. Et finalement, ce qui est peut-être le plus important, c'est son côté collaboratif avec les milliers de paquets qui sont disponibles et qui permettent en fait de le combiner Rtemis avec plein de fonctionnalités qui n'ont pas forcément été envisagées au départ, mais qui permettent d'adapter les analyses au cas particulier. Donc j'en listerai quelques-unes. Et ça, c'est vraiment une des grandes forces de R.
Alors le premier développement qu'on a fait, c'est un paquet qui s'appelle rcommanderplugin.tmis, qui est en fait une interface graphique, qui est un greffon du paquet qui s'appelle rcommander, que vous connaissez peut-être, qui est une petite interface graphique qui permet de faire pas mal de différents types de statistiques. Et donc le paquet rcommanderplugin.tmis se rajoute un menu à cette interface qui permet de faire facilement, donc en cliquant sur des boutons, pour le dire simplement, de faire différentes analyses. Donc ça s'adresse plutôt à des utilisateurs qui n'aiment pas coder, qui ne savent pas coder ou qui n'ont pas le temps de s'y investir. Et donc ça ressemble plutôt à Alcest ou à SPAD, par exemple, ou un peu à Iramutech aussi. Alors la spécificité de rcommander, c'est que quand même, quand on clique sur les boutons, ça génère du code. Et donc ça permet de récupérer le code après et puis éventuellement de l'adapter. Donc c'est une manière aussi d'entrer dans la programmation sans avoir besoin de l'écrire directement. Alors cette approche a quand même quelques limites. C'est que depuis cette époque, du coup, RStudio s'est beaucoup développé et est devenu le standard d'utilisation de R, plus ou moins. Et en fait, on ne peut pas bien utiliser rcommander avec RStudio. C'est un peu deux interfaces graphiques concurrentes et donc un peu incompatibles. Et aussi, donc, ce plugin n'est pas vraiment pensé pour les gens qui ont envie d'écrire du code. Et donc, c'est plutôt un obstacle pour eux, cette interface graphique, s'ils n'ont pas envie de s'en servir. Oui, donc voilà à quoi ressemble le plugin rcommander, donc avec le menu qui est ouvert, qui vous montre différentes fonctions qui sont disponibles dans le plugin rcommander plugin.tmis. Donc c'est pas ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, puisque depuis donc en 2018, dans le cadre d'un stage NSAI réalisé par Antoine Chollet, en fait on a sorti l'essentiel des fonctions qui existaient dans rcommander plugin.tmis pour les rendre utilisables en fait pour des gens qui ont envie de coder directement en R, notamment dans RStudio. Et donc c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors le principe général de ce paquet, c'est d'abord de ne pas dupliquer des choses qui sont déjà possibles dans R par ailleurs. C'est-à-dire on n'a pas envie de faire un univers parallèle dans lequel on enfermerait encore l'utilisateur. De toute façon, on n'aurait pas les moyens de tout réécrire, ce n'est pas l'idée. Donc on a plutôt une approche minimaliste où on en rajoute juste ce qui est nécessaire et qui était manquant, soit parce que c'était pas possible, soit parce que c'était trop compliqué, donc simplifier un peu la vie des utilisateurs. Mais après, dès que c'est fait, notre but c'est de brancher directement les résultats, donc les corpus qu'on charge, les matrices qu'on calcule, sur les paquets R existants, sur les méthodes d'analyse qui existent par ailleurs, que vous connaissez déjà si vous travaillez un peu en R. Et donc ça vous permet d'éviter de réapprendre quelque chose et puis aussi facilement d'adapter les analyses en fonction de vos besoins. Donc en fait, une partie du travail, c'est simplement aussi de documenter ce qui est possible en montrant comment on peut combiner différents paquets pour les appliquer particulièrement à l'analyse textuelle. Donc ça peut être faire des graphiques, faire des tris croisés, l'analyse factorielle, ce que je montrerai juste après. Alors pour résumer les fonctions qu'on propose, on peut dire que c'est les méthodes classiques de l'école française d'analyse textuelle, donc qui sont présentées par exemple dans l'ouvrage d'origine de Lebar et Salem, de 1994, qui est disponible en ligne, ou plus récemment dans le manuel qui a été écrit par Bénédicte et France Guérin-Passe, donc qui est aussi disponible en ligne, qui permet de présenter plus rapidement avec des illustrations ces méthodes-là. Donc rapidement, on permet d'importer des corpus en différents formats, de traiter les corpus, donc c'est-à-dire les trucs classiques comme l'hématisation, le découpage en morceaux, en paragraphes, extraire des sous-corpus selon différents critères, ensuite faire des statistiques descriptives de base comme des tris à plat, tris croisés, des graphiques, des statistiques lexicales élémentaires, donc ça peut être les mesures d'occurrence d'un terme donné, les co-occurrences entre termes, les spécificités, c'est-à-dire des termes qui sont associés particulièrement à certaines variables, un bilan lexical ou encore le classique nuage de mots. Et ensuite, on propose aussi des fonctions plus avancées, comme le graphe de mots, les classifications, et puis l'analyse factorielle des correspondances, donc qui sont un peu les méthodes classiques. Donc voilà, une vision qui a été créée par Antoine pour résumer tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, on le verra dans l'application. Alors sur la technique, si vous connaissez plus ou moins les paquets R, le paquet central en fait c'est le paquet TM, donc qui est l'abréviation de text mining.
qui est le paquet qui définit le format de corpus et de tableau lexical, qui sont les objets centraux pour faire de l'analyse lexicale en R. Et donc l'avantage, c'est que ça permet d'être interopérable avec tous les paquets qui utilisent TM et qui ont été développés soit pour importer des données au format TM, soit pour analyser ce type de données. Donc TM a été développé en 2008, mais depuis, il y a un nouveau paquet d'analyse textuelle qui s'appelle Canteda qui a été développé, qui est assez puissant. Et un des avantages, c'est qu'en fait, on peut convertir les objets TM en objets Canteda. On vous montrera à la fin de l'application. Et donc, ça permet aussi de passer de l'un à l'autre et de bénéficier des extensions qui ont été écrites pour Canteda. Dans le cadre du projet Artemis, on a développé d'autres paquets, notamment SnowballC, qui permet la lématisation automatique avec un algorithme, et donc qui fonctionne dans plusieurs langues, et notamment le français. Et ensuite, une série de plugins pour TM qui permettent d'importer des différents formats de corpus. Et j'en reparlerai juste après. Juste, et sinon, pour les autres... Si tu pouvais peut-être préciser ouais. ce qu'est la lématisation pour tous. Oui, la lématisation, c'est le fait de revenir aux racines des mots pour éviter, par exemple, qu'un pluriel et un singulier soient considérés comme différents. Mais j'y reviendrai peut-être plus tard, et après on vous montrera des exemples, ce sera peut-être plus parlant. Et donc, à part ces paquets spécifiques à l'analyse textuelle, en fait, le reste, c'est des paquets que vous connaissez peut-être, qui sont les paquets standards qu'on utilise de manière générale en sciences sociales. Donc, par exemple, pour faire des tris croisés, on peut recommander questionnaires. Enfin, vous pouvez le faire avec d'autres paquets si vous préférez. Pour les AFC, la classification, on utilise Factominer. Pour la visualisation de ces AFC de manière interactive, on utilise Explore. Pour les graphes de mots, paquet iGraph. Pour les nuages de mots, WordCloud. Et on peut étendre ça à volonté. Donc pour les graphiques, on peut utiliser ggplot par exemple. Pour les cartes, si vous avez des données spatiales avec des textes, vous pouvez utiliser MapTools, etc. Donc l'intérêt de R, c'est vraiment qu'on peut brancher tout type de paquets pour faire des analyses qu'on n'avait pas forcément anticipées quand on a créé Artemis. Alors, je vais préciser un petit peu les différentes fonctions maintenant. Donc, d'abord, l'importation, qui est la première étape. On prend en charge 4 types de corpus. Donc, le premier, c'est le format le plus simple, c'est des fichiers texte bruts. Donc, chaque fichier correspond à un document. Par exemple, ça peut être un article, un entretien. On met dans un dossier toute cette série de documents et donc on les charge. Donc, c'est assez simple. Ensuite, pour des textes plus courts, en général, on peut utiliser le format CSV, donc c'est-à-dire un format tableur où on aurait sur chaque ligne un document et donc un texte. Et dans d'autres colonnes, on peut avoir une ou plusieurs variables qui décrivent le texte. Donc ça peut être des caractéristiques de l'auteur, la source, une date, etc. Donc ça marche mieux pour des textes un petit peu courts, comme on va vous montrer tout à l'heure, mais ça peut aussi marcher pour des textes longs éventuellement. Ensuite, on prend aussi en charge le format Alcest, donc ce qui est pratique, notamment si vous avez déjà un corpus Alcest que vous voulez tester, ou si vous voulez comparer avec Keramutech, il suffit de choisir le fichier et automatiquement il est chargé, donc les variables étoilées sont chargées comme variables décrivant le corpus, et le texte est chargé aussi. Et finalement, une des originalités de Artemis, c'est la prise en charge des corpus de presse ou des corpus web. C'est un des points forts, et à l'origine, c'est aussi parce que c'était un des centres d'intérêt de Gilles Bastin. Et en fait, on a développé plusieurs paquets qui permettent de charger des corpus depuis des plateformes d'archives, en fait, de journaux ou de contenus web. Donc les 3, c'est Factiva, LexisNexis et Europress. Donc souvent, les institutions en France sont abonnées, les universités permettent d'y accéder. Et donc c'est très efficace par rapport au fait de récupérer des textes à la main, puisque là, en fait, à partir de quelques recherches sur des bases de journaux, on peut récupérer un grand nombre d'articles. Souvent, c'est limité, mais par exemple, en un clic, vous pouvez récupérer 50 ou 100 textes par page. Ces 50 textes sont stockés dans un fichier, et ensuite, on peut dire à Artemis de charger tous les fichiers d'un dossier. Donc, en quelques clics, vous récupérez des centaines d'articles. Et ces bases fournissent des métadonnées intéressantes comme la source, donc le journal ou le blog, par exemple, la date et l'heure, l'auteur, et puis des métadonnées comme la section, la zone géographique, les thèmes, des codes d'entreprise, etc.
Donc ça permet d'être assez efficace dans la récupération de données. Donc ça limite les erreurs de codage par rapport à une opération qui serait faite à la main. Ça permet aussi une traçabilité, puisqu'en fait vous pouvez tout faire en code R. Donc on voit exactement les étapes que vous avez faites pour importer, éventuellement éliminer des articles selon des critères, recoder des choses. Si jamais vous avez des nouvelles données qui arrivent progressivement, il suffit de rajouter un fichier, vous relancez le code, et toutes les analyses se reproduisent. Donc c'est beaucoup plus efficace que de faire des choses à la main dans une interface graphique, par exemple, et de devoir les refaire à zéro avec le risque de se tromper à chaque fois que des nouvelles données arrivent. Et donc ça permet de limiter les effets d'enfermement, puisque le coût est beaucoup plus faible. Alors du côté des traitements, donc il y a d'abord les traitements vraiment classiques qui sont quasiment obligatoires pour avoir un corpus un peu propre, c'est-à-dire passer tous les termes en minuscules pour pas qu'on fasse de différence entre le premier mot d'une phrase qui est une majuscule par exemple et les autres. Pression de la ponctuation aussi, pression des nombres, bon, il y a des fois où ça peut être désactivé éventuellement, mais en général c'est quand même le plus utile. TM fournit aussi des listes de mots vides, c'est les mots les plus courants qui sont souvent peu utiles et donc on peut les enlever. Mais c'est en option, donc éventuellement on peut les garder puisque ça peut arriver qu'ils soient intéressants. Et ensuite, donc la lématisation, donc justement là je peux développer un petit peu. Il y a plusieurs manières de faire de la lématisation et c'est un des points forts de Artemis. Donc la première variante, c'est la lématisation automatique qu'on peut aussi appeler racinisation en fait, c'est-à-dire revenir à la racine, puisque c'est une version assez light de la lématisation qui a un peu ses limites parce qu'en fait elle est basée sur un algorithme, celui de Porter, donc, qui est appliqué à différentes langues, mais qui ne donne pas toujours des résultats extraordinaires au sens où en fait il supprime les terminaisons. Donc ça permet de supprimer les pluriels, supprimer les conjugaisons des verbes. Donc ça diminue énormément la variabilité du vocabulaire et donc ça facilite les analyses. Mais les mots qu'on obtient parfois sont trop racinisés, donc des termes qui en fait devraient être traités différemment sont ramenés à la même racine. Et puis les termes obtenus c'est pas des vrais mots, c'est des mots sans leur suffixe en fait. Donc pour la lecture, c'est pas forcément très agréable. Mais l'avantage, c'est que ça fonctionne sur tous les mots, puisque ça joue sur des règles d'écriture, de syntaxe, et pas du tout sur un dictionnaire. Donc tous les mots sont pris en charge d'une manière ou d'une autre. Une deuxième approche possible, c'est la lématisation sur un dictionnaire. Donc on va vous montrer tout à l'heure la lématisation fondée sur un dictionnaire qui s'appelle Lexic 3, qui est utilisé aussi par Iramutech, et donc qui a été construit à partir de différents corpus de langue française, donc qui est relativement complet. Et là, ça permet d'avoir des choses un peu plus précises, et notamment d'avoir des vrais mots avec leur terminaison, donc c'est quand même plus agréable pour la lecture. Et donc ce sera une grande première, puisqu'on ne l'avait jamais appliqué jusque-là. Et enfin, vous pouvez aussi faire une lématisation manuelle. Donc soit en partant des deux dernières méthodes de lématisation dont je viens de parler et en les adaptant, en corrigeant des choses qui ne vous plaisent pas, en supprimant des mots qui ne vous intéressent pas, par exemple, ou en distinguant des mots qui devraient être distingués selon vous. Ou alors, carrément, vous pouvez partir complètement de zéro et dire je vais faire ma lématisation en regroupant des mots qui n'ont pas forcément les mêmes racines, mais qui ont le même sens dans le contexte. Sélection d'un sous-ensemble de mots qui paraissent complètement ignorés. Voilà, c'est totalement ouvert et vous pouvez faire ça dans un tableur classique ou dans R selon vos préférences. Donc ça, c'est assez flexible et c'est peut-être une des différences importantes par rapport à d'autres logiciels. Alors ensuite, les autres traitements qu'on peut faire, c'est de découper les textes en paragraphes. C'est une option qui est proposée et donc chaque paragraphe devient un document. Donc ça peut avoir du sens si vous avez des corpus d'articles ou des entretiens qui sont très longs ou que vous ne voulez pas traiter comme une seule unité. Du coup, l'intérêt, c'est que ça tient compte des formats d'écriture, donc en partant de l'idée que le paragraphe est une unité de sens ou que la question ou la réponse dans un entretien est un tout cohérent. Par contre, ça ne découpe pas du tout comme la méthode Reinert où on découpe selon le nombre de qui apparaissent, découper de manière arbitraire les phrases ou les paragraphes pour avoir des segments de longueur homogène. Là, on ne le prend pas en charge. Pas de manière directe, on vous montrera à la fin comment le faire de manière indirecte. Donc là, c'est une méthode qui reste plus proche du texte et qui est plus simple, mais qui a aussi ses limites. Et sinon, si vous chargez un fichier tabulé en format CSV, par exemple, une ligne égale un document.
Donc c'est plutôt pour les textes courts. Alors ça, c'était les manipulations au moment du chargement du corpus, mais un des intérêts en fait de travailler en R, c'est qu'on peut aussi revenir après coup. Donc on peut charger un corpus, faire des traitements différents, et à partir des résultats des traitements, remodifier le corpus. Par exemple, pour sélectionner un sous-corpus, à partir de certains termes, on pourrait décider finalement de garder que certains documents qui correspondent à ces critères-là, ou éliminer au contraire des documents qui contiennent un terme. On peut aussi choisir les documents selon les variables qui sont... Donc par exemple, les variables que vous récupérez sur Factiva, vous pouvez vous en servir pour refaire un sous-corpus et essayer différentes choses. Et vous pouvez aussi sélectionner des paragraphes. Du coup, si on découpe chaque document en paragraphes, après on peut recommencer à partir de ce corpus constitué de paragraphes et appliquer des critères comme garder les paragraphes qui contiennent certains mots, etc. On peut aussi faire des classifications, comme on vous montrera après, et décider de ne garder que les documents qui appartiennent à une certaine classe, et du coup recommencer les analyses à zéro sur cette classe, par exemple. Donc c'est assez flexible, cette possibilité de faire des retours en arrière et de recommencer les analyses. Alors les différents traitements maintenant qu'on prend en charge, je vais les détailler un peu plus précisément. Donc les traitements les plus simples, c'est les analyses sur le vocabulaire et la fréquence des mots. Il y a ce qu'on appelle d'abord le bilan lexical. Donc c'est quelque chose de très simple qui donne la longueur des documents. C'est-à-dire soit par document, soit la longueur moyenne des documents dans une catégorie de texte. Par exemple, si vous avez plusieurs journaux, vous pouvez voir la longueur des documents par journal. Pareil pour le nombre de mots uniques, ce qu'on appelle les APAX. La longueur des mots dans un texte, ou la proportion de mots uniques, etc. Alors ensuite, on peut calculer des choses simples comme les termes les plus fréquents. Pareil, les termes les plus fréquents du corpus, ou alors les plus fréquents selon les caractéristiques, donc selon le journal, selon le sexe du répondant, etc. Et pareil, on peut choisir un terme et essayer de voir quelle est sa fréquence dans les selon les différentes variables qu'on a. Les représentations graphiques simples qu'on propose, c'est le nuage de mots, là, qui est assez célèbre et qui est toujours une manière sympathique et efficace de représenter le vocabulaire dans un corps, dans un groupe. Ensuite, il y a le graphe de mots qui est plus élaboré, donc on vous montrera aussi, ça correspond en fait ça affiche les termes les plus fréquents et ça montre les liaisons entre eux basées sur les co-occurrences. Donc ça fait un réseau qui est aussi assez évoqué pour voir quels mots sont associés à quels autres mots sous forme de graphe. Ensuite, il y a les spécificités et les co-occurrences qui sont des outils assez utiles en fait pour analyser un corpus. Alors les spécificités, ça correspond en fait à des sur- ou sous-représentations de termes dans un document ou dans une modalité par rapport aux autres. Donc en gros, c'est l'idée qu'on a dans d'autres domaines de la statistique d'une association entre variables finalement. Et donc là, concrètement, en fait, ça se calcule à partir d'une loi hypergéométrique. En fait, on fait comme si on tirait des termes au hasard dans l'ensemble du corpus et on veut voir si finalement on obtient plus d'un terme donné que ce qu'on attendrait au hasard d'après la taille du corpus. Donc pour vous donner une illustration du principe de ce calcul, si on a ce qu'on appelle un tableau lexical avec 5 documents, donc qui sont 5 lignes, et 3 termes, qui sont les 3 colonnes, donc là ce sera un tout petit corpus, mais ça illustre bien le principe. Donc là, on a le nombre total de termes dans chaque document, c'est-à-dire la longueur du document. Là, le nombre total d'occurrences de chaque terme. Donc au total, on voit qu'on a 69 mots dans le corpus. Donc si on s'intéresse au document 2, par exemple, on voit qu'il a 3 occurrences du premier terme, 3 occurrences du second et 9 occurrences du troisième. Donc au total, il y a 15 termes dans le document 2. Et donc en fait, le principe des spécificités, c'est de se dire, si on prenait 15 termes dans l'ensemble du corpus au hasard, en considérant que la distribution devrait être la même que dans l'ensemble du corpus, c'est-à-dire que le total, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Et on compare du coup à ce qu'on obtient réellement. Donc par exemple, pour ce terme-là, on a 3 occurrences. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins que ce qu'on attendrait en tenant compte de la distribution qu'il y a dans l'ensemble du corpus? Et donc si c'est plus, on va dire qu'il y a une spécificité positive, donc une association. Et donc ça veut dire que le terme est caractéristique de ce document.
Donc ce principe peut être étendu si on travaille sur des groupes de documents, simplement en additionnant les termes qu'on obtient dans tous les documents qui appartiennent à un groupe. Par exemple, tous les documents d'un journal donné, on additionne les termes et on regarde si ils sont spécifiques ou non de ce journal. Et donc, à partir de ces calculs, on peut obtenir des indicateurs de surreprésentation et aussi des p-values qui permettent de savoir si c'est dû au hasard ou si la surreprésentation est a priori très improbable. Et à partir de ce principe de spécificité, on peut aussi calculer les co-occurrences. C'est-à-dire qu'en fait, si on identifie tous les documents qui contiennent un terme donné, on peut construire du coup deux groupes, le groupe des documents qui contiennent un terme et le groupe des documents qui ne le contiennent pas. Et on peut calculer du coup les termes qui sont spécifiques de chaque groupe. Et ça permet d'avoir un indice de co-occurrence qui est présenté de la même manière que les spécificités. Et donc les termes qui sont surreprésentés dans les documents qui contiennent le terme sont considérés comme associés à ce terme-là. Donc on vous montrera concrètement ce que ça donne. Ensuite, on peut faire de l'analyse des correspondances et de la classification. Alors, dans l'analyse des correspondances, deux méthodes sont possibles. La première, c'est l'analyse sur le tableau lexical entier, c'est-à-dire le tableau que je viens de vous montrer, où on a une ligne par argument. Donc ça, c'est la méthode peut-être la plus évidente. Elle permet vraiment de dire, voilà le corpus, et je vais essayer d'extraire les axes les plus significatifs de ce corpus. Mais elle est assez sensible au bruit, c'est-à-dire que du coup, il y a énormément de documents, énormément de termes. Assez facilement, un document particulier, un petit document, un document qui a du bruit peut ressortir. Donc la lecture peut être un peu difficile. Et la deuxième méthode, c'est l'analyse sur le tableau lexical agrégé. Et donc dans ce cas-là, en fait, on va plutôt imposer un cadre de lecture en choisissant les variables qui vont être utilisées pour l'analyse. Et en fait, on va agréger le tableau selon ces variables. Donc si on reprend notre tableau lexical entier donc de gauche de tout à l'heure, imaginons que les trois premiers documents appartiennent à un groupe A, que les deux derniers appartiennent à un groupe B. On va créer un nouveau document. Alors pardon, je prends dans le mauvais ordre. Voilà, donc l'agrégé. On va transformer ce tableau lexical entier en un tableau lexical agrégé qui aurait deux lignes, une ligne pour chaque groupe, et simplement, en fait, on va additionner les fréquences, les occurrences de chaque terme dans chaque groupe. Donc 1 plus 3 plus 5, ça correspond par exemple à 1 ici, 3 pour le document 2 et 5 pour le document 3. Donc voilà, c'est très simple. Ça donne un tableau qui est beaucoup plus petit, puisque d'avoir une ligne par document, on va avoir une par modalité. On peut faire pareil avec leurs variables en empilant les lignes pour les variables. Et on obtient une AFC qui va vous montrer non pas les positions des documents, mais les positions des modalités des variables. Donc là, ça revient à imposer le cadre de lecture, puisqu'on pourra voir que les différences qui sont entre les modalités qu'on a choisies. Donc si on n'a pas beaucoup de variables, c'est un peu limité. Et on ne pourra pas, par définition, voir des choses qui ne sont pas, des oppositions qui ne sont pas prises en compte par les variables qu'on a choisies. Mais ça donne des choses, du coup, ça va forcer à faire ressortir les différences entre les modalités des variables choisies, donc ça peut donner des choses plus faciles à lire du point de vue de ces variables, en tout cas. Et pour revenir sur l'analyse des correspondances sur tableau lexical entier, on peut quand même mettre en modalité supplémentaire des variables, sur le même principe que pour le tableau lexical agrégé. On rajoute en fait des lignes qui correspondent au groupe en additionnant, mais on les met en supplémentaire. Donc on peut voir aussi les positions des variables, mais on n'a pas imposé le cadre de lecture. Les n'ont pas été construits en tenant compte des variables. Ils ont été construits en tenant compte de l'ensemble des documents sans préjuger de quelles sont les variables intéressantes. Donc les deux méthodes peuvent être complètement comparées pour voir si on obtient des choses à peu près similaires. Et donc concrètement, en fait, on utilise Factominer pour faire cette opération. Ensuite, on peut les visualiser de manière interactive avec Explore, qui facilite beaucoup l'exploration des résultats. Et ensuite, toujours en utilisant Factominer, on peut faire une classification ascendante hiérarchique sur les résultats de l'analyse des correspondances, c'est-à-dire que vous allez interpréter plusieurs axes, par exemple 3 ou 5. Vous pouvez décider de réaliser une classification en tenant compte de ces axes qui vous ont paru intéressants, et vous obtenez des classes que vous pouvez aussi interpréter en lien avec cet AFC.
Donc on peut aussi faire une classification directement sur le tableau lexical entier sans utiliser l'analyse des correspondances. Mais pareil, ça tend à donner plus de bruit puisque du coup, il y a des petites différences dans un document ou un document un peu aberrant peuvent créer une classe ou poser des problèmes d'interprétation. Alors, pour finir, quelques extensions possibles. Donc, elles sont très nombreuses, puisque, donc, comme je l'ai dit, dans R, on a énormément de paquets. Donc, si vous connaissez un paquet qui fait quelque chose d'intéressant, vous pouvez facilement le brancher sur les différentes matrices qui sont obtenues par Artemis. Mais ce qui paraît le plus évident comme extension, c'est par exemple de faire des topic models, donc avec le paquet du même nom. Donc, c'est des modèles qui permettent en fait d'identifier des classes de documents et de voir l'effet de variables sur la probabilité qu'un document appartienne à une classe ou à un autre. Une autre méthode, c'est la classification selon la méthode Reinert, qui est utilisée par Alceste ou Iramitech, qui est disponible depuis peu dans le paquet RENET. On vous montrera comment faire, donc c'est assez simple et ça permet d'obtenir de comparer les résultats avec cette méthode-là qui est quand même assez classique. Voilà, et du coup, juste pour finir, quelques références. Donc, on a un site avec une documentation, un tutoriel. Et voilà, il y a eu des papiers publiés, mais ils décrivaient plutôt rcommanderplugin.themis, donc qui ne correspond pas à ce qu'on va vous présenter ici. Donc voilà, je laisse la parole à Bénédicte pour vous montrer la mise en pratique. On est en micro. J'espère que vous m'entendez bien. On a eu des petits soucis avec le micro de mon casque, donc je me rapproche de l'écran. Si vous entendez mal, vous me faites signe. Donc moi, j'ai la lourde tâche de faire la démonstration directement dans R Studio. Donc, je vais partager mon écran si j'ai le droit. Bénédicte, on t'entend pas très bien. On t'entendait mieux pendant les Ben tests. oui, mais je ne peux pas faire plus. C'est mieux là? Un peu. C'est pas mieux avec l'écran? Un peu mieux? Bon. Je vais essayer de parler fort. Je pense que c'est la seule solution, c'est que tu hurles. D'accord, c'est un peu difficile pour moi. Donc, je disais que j'allais partager mon écran et aller dans RStudio. Donc, j'y vais. Donc, j'ai la difficile tâche de mettre en œuvre Artemis sur un corpus qu'on a pris pour vraiment tester et pour aussi vous mettre à disposition. Donc, c'est un corpus simple qui, malheureusement, ne donne pas des résultats extraordinaires et que je vais laisser Milan commenter les résultats. Donc, on a pris les titres de publication des éditions de l'INED sur les 10 dernières années. On a extrait de l'archive ouverte de l'INED, qui sont les chercheurs de l'INED mettent leur publication. On a pris les 10 dernières années. Où là, en fait, on a une variable textuelle qui sera le titre des titres. Alors, qu'est-ce qu'on a comme publication? On a des ouvrages de diverses collections. Donc, il y a des collections de grandes enquêtes, des collections des classiques de la population. On a pris des titres de chapitres d'ouvrages. On a pris des titres des articles de la revue Population, qui est la revue de l'INED. On a pris des titres des populations et sociétés, que les 4 pages institutionnelles qui paraissent tous les mois à l'INED. Et on a pris également les titres des documents de travail. Donc pour chaque document, on a donc l'année de publication, l'année civile. Et là, Milan a fabriqué une variable, j'ose le dire, puisqu'en fait, une publication, il y a un ou plusieurs auteurs. Et donc, on a pris, en fait, le sexe des auteurs. Donc, quand tous les auteurs sont des hommes, on a des hommes. Hein. Quand tous les auteurs sont des femmes, on a des femmes. Et quand il y a à la fois des hommes et des femmes qui sont co-auteurs, on a les mixtes. Ça va si je fais comme ça, parce que je ne vous vois pas en même temps, mais je pense que c'est bon. Donc, du coup, je vais lancer. Donc, est-ce qu'il faut que je représente un peu RStudio? Je vais vous montrer doucement, en fait, donc je fais ça dans un document avec Markdown, parce que du coup, ça nous a permis de faire un document que vous aurez appris en ligne. Donc, j'ai exécuté, qui permet d'avoir du texte et à la fois d'exécuter mon code R, qui est dans cette partie qu'on appelle dessus. Donc, j'appelle les paquets.
qui sont Artemis, Diptyque et questionnaire, que je vais exercer plus tard. Donc la première chose, c'est que je vais importer mon corpus. Donc vous me dites si je vous montre quand même le corpus, j'ai bien montré le corpus, vous voyez que c'est tout simplement un fichier dans un tableau. Alors j'ai un numéro de livre, je ne vais pas me l'utiliser, avec l'année de publication, le type de publication, donc le doc pour le travail, l'ouvrage pour l'ouvrage, etc. Le titre et donc cette variable auteur. Et ma variable textuelle est donc en 4e colonne. Donc l'importation elle est très simple, en fait associée avec la fonction de Artemis s'appelle import corpus. On lui dit que le format du fichier c'est un fichier CSV avec un format CSV et que ma variable textuelle est en 4e colonne. Donc là, vous pouvez noter, j'ai mis en commentaire, donc ça ne va pas être exécuté, qu'effectivement, si la mise en forme était un format Alceste ou Grammaire, il suffit juste de préciser que c'est un format Alceste et que le fichier est un fichier .txt. Donc, j'avais 454 titres de publication sur les 10 dernières années du net, donc j'ai bien, effectivement, importé 454 documents. Donc ensuite, la première chose, l'objet R qui est conçu en premier, effectivement, c'est mon tableau lexical, on va appeler document de matrix, donc qui se crée avec Artemis, avec la fonction build DTM, que j'exécute. Alors dans le premier calcul, déjà, on a choisi d'enlever les mots outils et d'enlever les chiffres. Donc j'ai bien là un tableau lexical avec 454 documents, et 1257 termes qui sont les mots. Donc en fait, il y a bien 454 lignes et 1257 colonnes. Et on voit bien que c'est un tableau hyper creux qui est beaucoup rempli de 0. Et en fait, qui met 1 quand effectivement, dans le document 253, 232, il voit le mot entre. Et aussi le mot. Donc il y a 1 quand il voit le mot et 0 quand il voit le mot. Donc là, c'est l'objet, en fait, l'objet DTM, là, c'est la terminologie du paquet TM. Donc ça, c'est Artemis, en fait, le travail qu'il fait, c'est simplement d'aider à créer cet objet-là, qui est une matrice qui est du format TM et du coup qui est reconnu par d'autres paquets et qui peut être converti en canteda, par exemple. Et donc là, c'est TM qui choisit d'afficher juste une partie des documents. En fait, c'est les documents et les mots qui ont le plus d'entrées. C'est un tout petit bout de la matrice puisqu'elle est tellement grande qu'évidemment, on ne peut pas l'afficher en entier facilement. Donc, une fois qu'on a créé le lexique, c'est intéressant. Enfin, le tableau lexical, on crée le lexique. Donc, en fait, on voit l'ensemble des mots qui sont présents dans le corpus. Et donc, j'utilise la fonction, c'est assez vite, mais la fonction qui s'appelle view, mais là qui n'est pas liée à Artemis, c'est de R, donc pour afficher effectivement mon dictionnaire. Pour ceux qui ne sont pas forcément habitués de RStudio, on voit les objets qui sont créés dans R qui se placent dans cet espace environnement. Donc, j'ai effectivement importé mon objet corpus, mon tableau lexical sur Dictemis. Donc pour le voir, je vais activer par vue Dictemis. Et l'avantage, c'est qu'on peut le voir aussi très facilement et trier par colonne, par occurrence croissante et décroissante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, on voit le mot tel qu'il a été lu dans le titre, mais le mot tel qu'il est lématisé par le dictionnaire, par le lématiseur Snowball-C, Milan. Donc, effectivement, comme j'ai enlevé les multiples, justement, il ne voit plus de multiples. Donc, première chose, on s'est rendu compte qu'il y avait des mots qui n'étaient pas forcément très intéressants à garder dans les titres. Et donc, pour voir en fait des mots qui ne seraient pas forcément intéressants, on voit par exemple, donc la fonction concordance qui permet de voir en fait le contexte d'utilisation d'un mot, donc là d'afficher les titres qui contiennent les mots. Donc là, je voulais voir les mots préface et chapitre. La Bénédicte, on t'entend plus du tout. On entend mal, hein, c'est ça. Je suis vraiment embêtée là. Et là, c'est mieux? Oui, c'est mieux. On a un souffle. Je pense que je serais pas étonné que le ventilateur de ton ordinateur soit mis en marche. Il y a quelque chose qui Mais oui, c'est ça. qui passe au-dessus de ta On va essayer voix. de parler fort, peut-être. On dirait que de temps en temps, Zoom, le bébé doit supprimer le son. Non. Là, c'est mieux? Ouais. Essaye. Voilà, il faudrait un autre casque. Non, ça change. Là, ça a l'air bon. C'est mieux? Oui. C'est magnifique. Je suis en gros plan en plus, j'adore. Et donc du coup, donc on a choisi de. Donc aussi, il y a aussi quand on a
regardé très rapidement le dictionnaire. J'avais été inquiète de voir qu'il y avait le mot off, parce qu'effectivement, je n'avais pas précisé qu'on avait sélectionné que les titres qui étaient en français. Et donc, en voyant le mot off dans le dictionnaire, j'étais un peu inquiète et je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un titre d'ouvrage qui avait quelques mots en anglais. Donc, effectivement, j'ai bien enlevé mes titres en anglais, mais il reste quelques mots. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, en fait, les concordances, c'est ce qui est très important, donc il faut utiliser très régulièrement pour regarder effectivement autour d'un mot ce que c'est, pourquoi on voit ce mot, et dans ce contexte d'utilisation. Là, on crée là, donc une fois qu'on a identifié ces mots qu'on veut enlever, qui ne nous intéressent pas. Là, il y a quelques exemples de mots, on aurait pu en enlever plus, mais déjà on va vous montrer un exemple. Donc on les met dans une liste et on dit, ben voilà, là ce seront les mots que je vais choisir de supprimer. Je vais dans une liste qui est à droite, là, dans les objets, et donc je vais l'enlever du dictionnaire, et tout simplement enlever les collages. Ensuite, donc on va utiliser la lématisation automatique. Donc en fait, comme a dit Milan, c'est surtout rattacher les mots à leurs racines, mais c'est surtout, on va utiliser un lématiseur qui va permettre d'identifier les catégories grammaticales des mots, parce que ce qu'on veut faire, c'est justement, en plus d'enlever les mots outils, ce qui se fait assez facilement par défaut, on veut enlever ou garder que certaines catégories grammaticales de mots. Donc, je peux vous montrer quand même le lématiseur. Donc, si tu veux nous expliquer comment tu as fait, parce que ça, c'est effectivement la nouveauté qu'a faite Milan dernièrement. Donc, je montre Lexique 3, qui est le fameux lématiseur qu'on importe, qui nous montre dans les mots de la langue française et les lemmes qu'il propose. Et donc, on a bien une colonne, là, qui nous donne le type, la catégorie grammaticale des mots. Donc, c'est un adjectif démonstratif, possessif, un nom, un pronom, un verbe, etc. Donc, en fait, on va se servir de ce lématiseur pour qu'il identifie certaines catégories grammaticales de mots et choisisse de les garder ou de les enlever. Et ça, c'était, à mon avis, une grande force de Diramutek et d'Alceste qui nous permettait effectivement d'enlever des mots qui n'étaient pas forcément porteurs de sens et intéressants d'analyser. Donc voilà, donc ça c'est une chose qu'on a ajoutée, donc effectivement que vous retrouverez dans le script qui sera en ligne, qui nous permet effectivement de lire ce lexique et de l'utiliser pour mettre dans une autre liste de vocabulaire actif qu'on va garder. On a choisi de garder les adverbes, les verbes, les adjectifs et les mots. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est que ce qu'il arrive aussi, c'est qu'en fait, il y a des mots qui n'ont pas été reconnus par les dictionnaires. Il y a certains termes qui sont assez spécifiques et on choisit quand même de les garder. Donc, si j'exécute le dictionnaire, on voit qu'il est quand même assez gros, puisque j'ai plus de 125 000 lignes. Et donc là, il a fait dictotal. Donc, du coup, il m'a fait, donc je regardais, un autre dictionnaire où il a mis, effectivement, où j'ai mes mots bien, mes mots initiaux et mes mots beaucoup mieux lématisés que tout à l'heure, comme je vous avais montré. Mais il se trouve qu'on a vu qu'il y avait encore donc, des petites farces. Donc, je ne sais pas si je vais le voir, mais donc voilà, Afrique a été écrit comme Afrique sans E. Donc, il nous reste encore des petites choses et on va vous montrer qu'on peut aussi, alors ça prend un peu de temps, mais ce n'est pas non plus infernal. On va pouvoir le corriger dans R. Effectivement, si on exporte le dictionnaire dans Excel et on peut le remodifier dans Excel et réimporter, mais ça nous semble plus judicieux de faire tout dans R. Vous voyez qu'il a lématisé aussi, on se sert derrière année au singulier, il a mis le mot année au pluriel. Annuel, il a mis annuel, 2 LES, sous la racine annuel. Vous voyez, en plural, appréciation. Donc, il a plutôt bien fonctionné. Et donc, on a une étape, on vous propose une étape, alors qui est peut-être un peu longue, là, qui passe en ligne, où on adapte ce lématiseur, où on réécrit les mots mal écrits. Donc, AES, je ne sais plus ce que c'est. Et donc, pour Algérie, il va toujours Alger, Afrique va aller sans E. Surtout les noms de pays ont mal été reconnus. Donc, effectivement, ça fait 100 lignes, parce qu'il y avait 100 lignes qu'il a fallu renettoyer. Et ça vaut toujours quand même le coup de le faire. Et donc, du coup, on exécute.
Donc là, pour préciser, en fait, c'est le résultat de la lématisation par le paquet Snowball-C, donc qui est l'algorithme de Porter qui supprime les terminaisons. Et donc, notamment pour les noms de pays, c'est vrai que ça donne des choses bizarres. Et même pour les mots qui n'ont pas été reconnus par Lexique 3, en fait, ils n'ont pas leur terminaison. Donc, c'est vrai qu'on peut les remettre à la main pour que ce soit plus agréable. Et l'intérêt de le faire quand même, c'est que ça supprime les pluriels, par exemple. Donc, on n'a qu'une forme à recoder au lieu de recoder le pluriel et le singulier. Oui, on en recode quand même beaucoup moins. Hein. Donc là, on en a codé 100. On en a recodé 100. Donc, du coup, après, on relématise avec ce nouveau dictionnaire avec des mots beaucoup plus propres. Du coup, là, maintenant, je crois qu'on avait plus de 1200 mots et maintenant, on a on a quand même 1043 mots qui nous restent. Du vocabulaire est réduite. Donc, après, première chose, une fois qu'on a fait cette étape de nettoyage, de choix de mots, du coup, on a un lexique plus réduit. Et on va maintenant commencer à regarder ce qu'on a dans quels sont les mots. On s'entend plus bien là. Ah, je me Essaye de reparler fort. La fonction frequent term de Artemis qui nous permet d'afficher les mots les plus fréquents. Là, j'ai choisi 10. Ah, je réexécute. Voilà. Donc, effectivement, le plus fréquent, c'est France. Et ensuite, on a le mot enquête qui a été utilisé dans 50 titres. Qui représente 1,73% des occurrences, vu le nombre de mots qu'il y a au total, puisqu'on a plus de 1257 mots. Une autre façon de visualiser ce lexique, c'est effectivement ce fameux nuage de mots, parce qu'effectivement, c'est toujours assez vendeur. Donc, du coup, vous voyez, là, c'est juste la fonction votre club qu'on active, et on a un beau nuage de mots. Encore une fois, là, j'ai voulu, alors, du coup, après, une fois qu'on a regardé les mots qui sont les plus présents dans le lexique, c'est quand même très intéressant et c'est quand même la base de l'analyse textuelle, c'est de repérer les co-occurrences, donc les mots qui sont présents simultanément dans une unité textuelle. Ici, nos unités textuelles sont des titres et dans le langage de R, ce sont des documents. Donc, on va rechercher des mots co-occurrents, certains mots, et donc Artemis nous permet de choisir des mots qui sont co-occurrents à des mots qu'on apprécie. Du coup, par exemple, si on cherche le mot le plus co-occurrent au mot immigré, effectivement, immigré est très co-occurrent au terme immigré, c'est normal, mais on va plutôt regarder le deuxième mot, qui est descendante. Donc, parmi les titres de nos descendants, en fait, le mot est très co-occurrent, parce qu'effectivement, on a beaucoup travaillé sur les descendants d'immigrés. C'est vrai que 100% des titres qui contiennent le mot descendant contiennent aussi le mot immigré. On verra quel titre de publication tu veux compléter, Milan. Peut-être on peut préciser un peu les différentes colonnes pour que les gens s'y retrouvent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Donc la première colonne, en fait, c'est le pourcentage de toutes les occurrences du terme immigré, par exemple, qui apparaissent dans des documents qui contiennent aussi le terme... non, pardon, c'est l'inverse. Je m'embrouille. Je prends toujours à l'envers. Donc, on va commencer par la deuxième colonne, donc c'est le pourcentage des termes de ce terme-là qui apparaissent dans les documents qui contiennent aussi immigré. Donc, par définition, c'est 100% pour immigré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va descendre, par exemple, ça apparaît toujours dans des documents qui contiennent aussi immigré. Donc, c'est vraiment deux termes. Et on voit que c'est le cas pour tous les autres. En fait, c'est des termes qu'on n'utilise que en combinaison avec immigré. Et donc, la première colonne, c'est l'inverse. En fait, c'est le pourcentage du terme descendant qui apparaît dans des documents qui... C'est l'inverse. C'est le pourcentage de l'ensemble des termes qui apparaissent dans les documents qui contiennent immigré qui correspondent à descendant. Donc, descendant représente 5% de l'ensemble des occurrences des documents qui contiennent immigré. Ensuite, global, c'est le pourcentage en fait, de ce terme dans le corpus global. Donc, on voit que c'est très peu. C'est 0,94 par exemple pour immigré. Après, co-occurrence, c'est le nombre d'occurrences qui apparaissent dans les documents qui ont aussi immigré. Global, c'est l'occurrence totale, donc là, on retrouve le 100%. Et ensuite, on retrouve le test hypergéométrique de tout à l'heure, donc la t-value et la p-value, c'est de la même information finalement présentée de deux manières différentes.
Et donc la t-value, plus elle est élevée, plus ça veut dire qu'il y a une surreprésentation, plus le terme est co-occurrent. Donc là, infini, c'est par définition, en fait, Y est infiniment associé à lui-même. Et ensuite, on voit que c'est décroissant. Donc on peut aussi avoir des spécificités négatives. Donc là, on n'a que des positives. Et les probabilités, donc c'est les fameuses p-values. Donc là, on voit qu'elles sont très très faibles, donc bien inférieures à 1%. Donc on voit qu'en fait, l'association est significative statistiquement. Donc voilà, comme vous voyez, les deux premières colonnes, c'est toujours difficile. Vous pouvez vous référer à l'aide aussi. C'est facile de s'embrouiller dans la lecture des deux. Et c'est vrai que c'est difficile de résumer juste dans le titre des colonnes toute l'information qu'il y a dedans. Donc en fonction des cas, on a besoin de l'une ou de l'autre. Je continue parce que le temps passe quand même assez vite. Donc du coup, on a recherché donc les mots qui sont co-occurrents à certains mots qu'on a choisis. Donc là, on a pris l'exemple d'immigré, mais on a pris un grand nombre. Alors, je n'ai pas précisé aussi, qui est quand même très pratique, et c'est vraiment une fonctionnalité de RStudio, mais que je trouve hyper pratique pour moi, qui ne suis pas forcément très forte en R. C'est en fait, on a aussi l'aide sur les fonctions qui s'affiche dans la fenêtre Help dans RStudio et qui très vite nous permet de voir les paramètres et les options de toutes les fonctions. Donc là, par exemple, n égale 10, c'est parce que c'était pour lui dire de m'afficher que les 10 mots les plus occurrents. Vous voyez que vous avez toutes les fonctions sont détaillées dans la fenêtre Help. Donc si on cherche, donc là c'est une recherche de certains mots occurrents, et donc si on laisse RTMIS, les outils d'analyse textuelle, rechercher automatiquement des thématiques et des univers lexicaux. Donc, on peut rechercher aussi des mots qui sont très co-occurrents. Donc, du coup, on peut utiliser le graphe de mots. Donc là, voilà, il s'affiche dans une autre fenêtre que vous voyez là. Où, en fait, on voit les mots qui sont co-occurrents aux mots les plus fréquents, à la fois des mots les plus centraux. Et l'avantage, c'est que là, on peut les déplacer et le retravailler. Donc, on trouve quand même, effectivement, donc déjà, donc je vous rappelle que c'est des titres de publications INED par des chercheurs de l'INED, puisqu'en fait, c'est des publications qui sont dans l'archive ouvert de l'INED et qu'on voit effectivement toutes les publications autour du mot enquête, parce qu'effectivement, des collections de l'INED, une collection qui s'appelle Grandes enquêtes, où effectivement, il y a des publications, c'est des ouvrages avec des titres d'ouvrages, des titres de chapitres qui sont autour de ces enquêtes, donc des premiers résultats d'enquête. Donc, effectivement, donc, par exemple, on voit l'enquête Virage, qui est violence et rapport de genre, et donc on a des noms d'enquête. On voit aussi là un titre qui est, vous verrez qu'il va nous embêter longtemps, c'est tous les pays du monde, parce qu'en fait, dans le 4 pages de l'INED qui s'appelle Population Société, il y a tous les ans, l'été, il y a un 4 pages qui s'appelle Tous les pays du monde, qui recense toutes les statistiques de tous les pays du monde. En fait, effectivement, c'est très redondant. Bon, on voit qu'il y a aussi des travaux sur la trajectoire, l'entourage, enfin des sujets assez INED, on va dire, sur les histoires, tout ce qui tourne autour du couple, les situations de couple, les séparations. On voit qu'il y a peut-être un mot qu'on aurait peut-être pu enlever qui s'appelle outre. Là, du coup, là, quand j'ai mis ce mot, j'ai envie de regarder les concordances, voir pourquoi j'ai ce mot outre. Emploi, etc. Donc, on a aussi lié à l'immigration. Donc, on voit bien effectivement cette co-occurrence, puisque le lien représente bien la co-occurrence qu'on voyait tout à l'heure avec les descendants d'immigrés, et toutes les questions de migration autour de l'Afrique, parce qu'effectivement, il y a aussi des publications sur les migrations entre l'Europe et l'Afrique. Il y a beaucoup de titres qui contiennent les mots de comparaison internationale. Donc, en fait, on peut juste sauver. Alors, faire attention quand on sort, c'est qu'en fait, il faut fermer la fenêtre pour pouvoir relancer RStudio. Et par contre, on est ainsi coincé dans un format d'export. Donc, si vous voulez récupérer ce format, en fait, il faut le lancer là et pour pouvoir le récupérer dans la fenêtre plot. Bon, je ne vais pas l'exécuter ici. Donc, comment expliquer Milan, il y a aussi une autre façon de détecter les co-occurrences, c'est en fait faire une analyse factorielle sur le tableau lexical entier, donc ce fameux tableau qui contient plein plein de zéros. Et donc, si je l'exécute ici, va s'afficher mon premier plan factoriel.
Est-ce que vous voyez le plan factoriel? Je pense que oui. Il n'est pas très gros. On peut effectivement déplacer les groupes. Donc, on retrouve tous les pays du monde, on trouve le travail sur les descendants d'immigrés, comparaison internationale, tous ces types qui contiennent des questions de discrimination, de santé, étudiants, et je pense qu'on va pouvoir faire un zoom. Donc là, on a gardé que les mots qui ont les plus fortes contributions, et donc on voit effectivement toutes les publications autour des enquêtes virage, violence, les études de genre, les parcours de vie, les études sur les trajectoires d'étudiants, les parcours d'étudiants, les situations de couple, etc. Est-ce que tu veux rajouter des commentaires, Milan? Non, ben on peut voir que de l'autre côté, on a plutôt des questions de fécondité, de démographie un peu plus classique, quoi, on pourrait dire. C'est un peu cette opposition. De conjoncture, en fait, c'est ce qu'on appelle la démographie. Naissance, mortalité, fécondité, voilà. Ouais, donc là, comment je reviens là? Oui, donc voilà. Donc, je n'ai pas montré. Donc après, pour interpréter cette analyse factorielle, c'est toujours intéressant de pouvoir afficher les documents. Donc là, ce sont les titres les plus contributifs aux actes. On voit que là, bon, ça donne en fait, ça nous permet de sortir assez rapidement des titres qui vont illustrer les actes, parce qu'il faut se rappeler que quand on n'analyse pas les mots, on analyse finalement les documents qui contiennent ces mots. Il faut toujours regarder les contextes, donc ce n'est pas un document. Donc effectivement, là, on voyait sur l'axe 1, donc on voyait bien le mot étudiant par là, étudiant, et donc afficher les titres les qui contribuent le plus, qui sont aux extrémités des axes, donc par exemple, parcours d'étudiants, faut songer, perspective de recherche, autonomie résidentielle des étudiants européens, trajectoire d'étudiants, etc. Donc ça, on peut les afficher sur chaque partie des axes. Autre aide à l'interprétation, j'insiste lourdement, c'est encore les concordances. Et si on cherche les concordances du Moguer, on a effectivement des titres qui contiennent des ouvrages qui parlent de la Grande Guerre et de la perte de guerre en URSS. Il y a eu un ouvrage aussi sur les déracinés du Cherchel en Algérie, avec un ouvrage sur les camps de recrutement pendant la guerre d'Algérie. Donc, effectivement, ce mot guerre existe bien et est bien fréquent dans les titres de publication de l'INED. Il faut aussi faire plaisir à Milan, chercher des titres qui contiennent le mot homogamie. On voit effectivement qu'il y a 2 titres qui contiennent ces mots. Il y a des chercheurs de l'INED qui travaillent sur l'homogamie. Alors, on va vous montrer, mais assez rapidement, finalement, la classification sur les axes de l'analyse factorielle. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc là, c'est parti. Donc là, c'est Factominer qui fonctionne derrière, comme a expliqué Milan. Donc si on le laisse traiter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 axes, on laisse choisir 7 axes. Donc on va passer là. Et on affiche, effectivement, on peut afficher derrière les documents spécifiques, encore caractéristiques des classes. Pardon, je suis perdu. Des classes qui s'affichent là. Je crois que c'est pas très joli ici. Ah oui, donc là, on a la descriptive des classes. Un peu vite. Donc, effectivement, on lance la classification, on fait le dendrogramme et on se sert de ces variables de classification pour repérer les mots spécifiques des classes et les documents spécifiques des classes, donc les titres spécifiques des classes. Et donc, on voit effectivement que dans la classe 1, le mot le plus spécifique, le plus présent, c'est guerre, à côté de grand, puisqu'on a vu qu'il y avait des titres avec la Grande Guerre, avec des enjeux démographiques pour la Grande Guerre. Dans la classe 2, effectivement, la classe 2 a plutôt isolé aussi ces fameuses publications avec les titres tous les pays du monde et avec les comparaisons internationales. Bon, après, je vais aller assez vite parce que
en fait, on s'est rendu compte que cette classification n'est pas hyper intéressante. On préfère vous montrer le branchement avec Remote qui sera plus intéressant parce que là, effectivement, là, il classe les titres et en fait, dans les titres, il y a parfois pas beaucoup de mots finalement qui sont très, très intéressants à analyser. En fait. Et là, juste techniquement, pour dire un mot, en fait, c'est FactoMiner qui fait la plupart du travail. Ouais. Si vous connaissez, vous reconnaîtrez peut-être. Et en fait, ça renvoie un objet FactoMiner standard, donc on peut analyser de la même manière que d'habitude. Mais on vous laissera le faire. Donc, ce qui, moi me semble plus intéressant au niveau dans RTMI, c'est de mettre en relation justement les mots et les métadonnées et ce que Mylène a appelé les variables descriptives, en fait. Donc, effectivement, là, on a les types de publication, l'année et l'auteur. Et donc, on en a effectivement. Donc, on les a bien importés tout à l'heure. Vous voyez, si on a importé le corpus, on a aussi importé les métadonnées qui sont là. Et donc, effectivement, on affiche les distributions pour voir si on a à peu près autant d'objets. Là, c'est mieux. Si on a autant d'objets par type de publication. Par année, on a aussi à peu près autant de publications par année. On en a peut-être un petit peu plus en 2018. Je sais pas, en 2020, on en a un peu moins. Et aussi les publications. Alors là, c'est quasiment parfait. On a quasiment autant de titres qui sont coécrits par des femmes, autant de titres qui sont coécrits par des hommes que des hommes, et autant de titres qui sont écrits à la fois par des hommes et par des femmes. Et là, pour dire un mot de la technique, peut-être aussi, en fait, c'est assez simple. Là, c'est une combinaison de la fonction FREC qui vient de questionnaire. Tu peux remonter un tout petit peu? Ouais. Et en fait, là, à l'intérieur, donc, ce qu'on passe à la fonction FREC, la fonction méta, c'est une fonction de TM qui permet de récupérer les métadonnées du corpus. Donc, en fait, méta corpus, ça renvoie un data frame qui contient les variables qui décrivent chaque document. Et en mettant $, et le nom de la variable, vous accédez à la variable en question. Donc, en fait, FREC, c'est simplement, on passe la variable à la fonction FREC. Donc, c'est pas du tout du RTMIS particulier, là. C'est juste la combinaison de TM et de questionnaire qui permet de faire ça. C'est vrai. Et donc, vous pouvez aussi appliquer toutes les fonctions que vous savez utiliser pour faire des graphiques, des tableaux, etc. Oui, parce que je vous ai montré là, on les a bien, effectivement, ces variables, elles sont là. Alors, une chose intéressante, toujours, ce que je pense aussi, c'est que pour présenter un corpus, c'est bien de montrer quelques éléments quantitatifs. Donc, effectivement, faire un résumé sur le nombre de mots, c'est le corpus. Donc, effectivement, là, il y a une fonction d'RTMIS qui s'appelle lexical summary qui nous permet de corpus. Et donc, on voit là, par exemple, si on compare par type d'ouvrage, au total, on avait 4815 mots et qu'à la fin, on a gardé 2864 mots. On a 1043 mots différents. Donc, c'est effectivement ce qu'on voit, ce qui correspond vraiment au nombre de mots qu'on avait gardés après la lématisation. Parce qu'au début, on avait plus de 1200 mots. Et donc, on a 36% de mots cités qu'une fois dans ce qu'on appelle les affixes. Et donc là, on peut comparer en ligne, effectivement, donc le nombre de mots différents, et la deuxième ligne, le nombre de mots uniques, et puis le nombre de mots distincts, qui serait l'indicateur. Donc, de richesse du vocabulaire, mais là, c'est un peu différent. Je ne sais pas si ça peut vraiment s'interpréter sur des titres, mais voir qu'effectivement, que dans des articles on va dire que dans les articles de population, il y a peut-être plus de mots différents dans les titres que dans les autres types de publications. Alors, une chose, donc une fois qu'on se sert de ces métadonnées pour effectivement comparer, donc on fait des sous-corpus à partir des modalités de la variable, on ne les compare pas. Et donc, ce qu'a montré aussi Mylène, c'est ce calcul de spécificité. Donc, on a vu effectivement une application tout à l'heure, mais qu'on peut remontrer ici. Donc, si on veut voir les mots spécifiques par auteur, par type de co-auteur, on va dire, au vu des résultats, il nous semble que effectivement, ce seraient plus des co-auteurs femmes qui travailleraient qui ont publié sur la violence et l'entourage, et que les co-auteurs hommes ont plutôt
écrit des articles qui parlaient de comparaison de guerre, de la Grande Guerre, on va dire, ou d'identité. Et donc les titres qui contiennent le mot discrimination ou le mot trajectoire sont écrits par des auteurs, à la fois des auteurs hommes et femmes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Milan? Non, c'est juste que c'est terrible de voir que ça, le genre a des effets partout, y compris à l'INED dans les thèmes de recherche, mais ça, on le savait. Enfin, là, on n'a que 454 titres. Je ne sais pas si c'est très représentatif. En tout cas bon, c'est lié à nos données nous disent ça. Donc, quand on peut aussi afficher des documents spécifiques. Donc, effectivement, là, ça va être des titres spécifiques par auteur. Et donc, effectivement, on en sait plus, encore une fois, que sur les mots. Donc, je pense que c'est encore plus intéressant que les mots. Où là, en fait, on voit que les mots les plus spécifiques, les titres les plus spécifiques. Là, il y a des auteurs femmes qui sont violence et rapports de genre, effectivement, ça c'est une publication qui est en 2019 et 2020 sur les résultats de l'enquête violence et rapports de genre. Donc, il y a aussi des publications sur les violences envers les femmes dans les espaces publics. Et aussi, on a alors un biais qui n'est pas forcément, enfin un biais qui est parce qu'il est comme ça dans mes données, c'est un trait effectivement. Il y a eu des documents de travail sur les résultats de l'enquête Virage, effectivement sur les violences. Et il y a eu 3 documents de travail qui ont été écrits, qui portent le même titre, mais qui diffèrent juste parce qu'il y en a un qui est en Outre-mer, il y en a un qui est sur la Réunion, l'autre sur la Martinique et sur la Guyane. Et donc, effectivement, on a 3 fois le même titre, sauf les mêmes mots, plus en plus, ce qui différencie, c'est le département d'Outre-mer. Là, on les a dit. Donc là, on voit moins le mot guerre, d'ailleurs. Il s'efface un petit peu quand on voit les documents caractéristiques. Est-ce que vous voulez Mylène, que tu rappelles comment sont calculés ces documents caractéristiques? Parce qu'en fait, ils sont caractéristiques. Oui, alors la différence, on n'obtient pas la même chose, puisqu'en fait, là, c'est les documents qui sont les plus proches, en fait, du vocabulaire moyen de la catégorie, donc du vocabulaire moyen utilisé par chaque sexe. Alors que les spécifiques, c'est plutôt ceux qui se différencient le plus de l'autre sexe. Et donc, du coup, là, on obtient des choses qui sont moins extrêmes, et donc c'est pas exactement la même indication. Oui, ça c'est un parangon, en fait. Et donc là, pareil, donc trajectoire et origine, on s'est rendu compte aussi à un moment, on se pose quand même, ça nous permet en fait, ce qu'on n'a peut-être pas dit suffisamment, c'est qu'en fait l'analyse lexicale ou l'analyse textuelle, ça permet aussi, c'est une façon d'explorer les corpus et se demander, puis de regarder ce qu'il y a dans nos données. Et là, par exemple, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un doublon dans le titre? Le titre est écrit 2 fois. Bon, ce qui défend, parce qu'effectivement, c'est exactement les mêmes mots. Là, il y a peut-être pas premier résultat, mais en fait, on s'est rendu compte que dans les 10 dernières années de publication, sous le même titre, il y avait souvent un document de travail qui était paru, et quelques années plus tard, en fait, un ouvrage donc, qui est paru avec le même titre. Donc, ce ne sont pas des doublons, mais le titre est le même. Et en fait, on le voit là parce que finalement, le numéro est quand même, ils sont assez loin dans ma base de données et qui était relativement chronologique. Donc, ça m'avait permis de détecter, mais c'est en regardant dans mes données que je me suis rendu compte que ce n'était pas des doublons. Donc, on peut calculer aussi la fréquence d'un mot par sous-population parce qu'il nous intéresse. On peut regarder ici le mot genre. Le mot genre est globalement plus utilisé par des publications écrites par des co-auteurs femmes. Alors, une chose qui nous semble quand même la plus intéressante, ce que montrait Milan par rapport justement aux utilisateurs d'Iramutek, c'est qu'effectivement là, on peut faire une analyse des correspondances pour le tableau lexical agrégé. On base les mots avec les caractéristiques individuelles et qui est en fait un vrai tableau de contingence. Donc, là, on utilise la fonction corpus.ca. Et là, je vais la lancer dans l'explorateur pour vous montrer comment on explore. Là, on a vu le plan factoriel. Et là, je peux vous montrer dans l'interface Shiny. Il arrive. Donc, si on regarde, donc on a vu les graphiques tout à l'heure, mais moi, j'aime bien regarder les données d'abord, qui nous affichent axe par axe, parce qu'on peut changer là l'axe. En fait, les plus fortes coordonnées, contribution et cosinus carré des
des modalités qui sont les mots. Parce que là, dans ce tableau, effectivement, on croise des mots avec des caractéristiques individuelles. On ne croise plus des documents. Donc, effectivement, on voit qu'à l'extrémité de l'axe 1, on verra effectivement ce que, en fait, on va trouver le mot violence. Et de l'autre côté, mais là, c'est en fait le mot violence. Et là, en fait, donc là, on a des mots de titre. Et là, on a effectivement les métadonymes. Et donc, en fait, une fois que l'autre côté, ça va être pop et socle. Auteur femme. Enfin, on va regarder sur le graphique. Parce que la plus forte contribution, c'est le mot violence. Et on verra aussi que pop et socle, c'est une forte contribution. Mais en fait, c'est ce que vous avez un peu dit tout à l'heure. Donc là, dans l'interface graphique, donc il nous affiche les numéros des documents. Donc si ça nous intéresse aussi, peut-être qu'on pourrait regarder le document numéro 448, voir pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a de spécifique. Là aussi, on peut se dire, celui qui porte le numéro 429, qu'est-ce qu'il a de spécifique. Donc, on ne peut pas le regarder directement là, mais on peut aller voir dans nos données ce qui se passe. Pourquoi il est de l'extrémité? Est-ce qu'il a des mots particuliers? Est-ce que justement, il est tellement atypique qu'il pourrait être rangé? Et donc là, si on enlève donc, ces numéros, qui étaient vus comme des modalités supplémentaires, on croise bien les mots et les caractéristiques individuelles, et qu'on voit effectivement sur l'axe 1, on voyait très fortement une contribution très forte du type population et société, avec cet effet titre tous les pays du monde, qui est moins 10 fois dans mes données, mais qui ne correspond pas à la même publication, parce que c'est une publication qui est récurrente tous les ans. Et là, on voit effectivement que ce sont plutôt dans des documents de travail que paraissent au début des résultats sur les enquêtes INED, où les enquêtes INED font aussi l'objet d'ouvrages et de chapitres d'ouvrages, notamment sur les trajectoires, les parcours de vie, etc. Et on voit le mot enquête. Et on retrouve aussi que les femmes travaillent plus sur le genre et les violences, ce qui est cohérent avec les spécificités qu'on a vues tout à l'heure. Oui. Et donc, ce qui est très utile ici, c'est qu'effectivement, c'est très interactif et on peut faire beaucoup de choses avec ce graphique. On peut après exporter en image pour retravailler. Et c'est surtout ce que j'ai fait aussi et qu'on voit là, c'est qu'en fait, j'ai pu exporter le code. Donc là, on l'exporte. Ici, le code. Ce qui m'a permis de le mettre là dans mon script et de pouvoir l'exécuter d'un coup une fois qu'on est sur le script. Par contre, il faut fermer la fenêtre pour relancer. Si je relance. Et là, en fait, comme j'avais récupéré le script, ça m'a affiché automatiquement tout de suite mon plan factoriel. Et là, j'avais aussi choisi d'afficher que les mots ont une contribution supérieure. Alors, j'avais mis une limite. Un 1. C'est ça, un 1. Pour qu'il ne m'affiche pas les mots qui ont les plus faibles contributions, pour qu'il nous voit un petit peu quelque chose. Aide à l'interprétation, on va passer assez vite. Donc c'est pareil là, en fait, on peut afficher les titres spécifiques aux extrémités des axes. Donc effectivement, ça nous donne des exemples en fait, de titres pour illustrer notre propos. Donc là, effectivement, sur des histoires. Dans l'extrémité de l'axe 2, parce que là, on avait choisi l'axe 2, on a des titres comme la transmission des trajectoires d'activité, comme Et en rouge, du coup, sont indiqués en fait, les termes qui sont les plus contributifs. Donc ça permet aussi de faire le lien entre les documents et les termes. Et ce qui est toujours plus intéressant de montrer des résultats avec des documents que des mots. En fait. Il faut vraiment illustrer les propos sur le texte, sur l'unité textuelle sur laquelle on travaille. Donc, dernière chose qu'on peut vous montrer rapidement, c'est effectivement d'utiliser la classification, le package RENET en fait, qui permet d'utiliser la méthode de classification de Max Reinert, utilisée dans LCS et maintenant d'ailleurs en Vitech, où là, en fait, alors il y a un conflit, donc ça c'est effectivement Milan qui l'a trouvé, parce que moi, effectivement, j'avais tendance à lancer Canteda, l'appeler par librairie Canteda. Si on fait ça, en fait, ça bloque. Et donc, il faut juste appeler Canteda comme ça. C'est bien ça, hein. Et donc là, l'idée, c'est qu'en fait, on reprend notre tableau lexical qui s'appelle DTM
TM et on va le convertir en objet qui s'appelle DFM dans Canteda, de manière à pouvoir le passer à RENET. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser toutes les fonctions Canteda tranquillement. Et la fonction RENET qui est là. Donc si on veut voir le paramétrage de RENET, c'est pareil, donc là, débloqué. En tout cas, bon, j'ai changé un paramétrage, c'est-à-dire que là, je vais demander de en fait, la différence avec RENET par rapport à Artemis, c'est qu'en fait, Artemis, effectivement, il va prendre comme unité notre unité de texte, qui sont les titres. Et dans RENET, il nous permet de choisir un nombre de mots, qui sont les mots actifs. Donc, les mots qu'on a choisi d'analyser. En fait, il va découper ces unités textuelles en nombre de mots. Et là, par exemple, là, j'ai choisi de garder des unités de 3 mots, au minimum de 3 mots. Des titres qui ont au moins 3 mots que j'ai choisi d'analyser. Donc, qui n'ont pas les mots outils, qui n'ont pas les mots avant-propos, introduction, etc. Ici. Alors effectivement, donc il va nous isoler un titre qui est effectivement un ouvrage qui s'appelle un hommage à Louis Roussel, ça va être un chapitre d'ouvrage, et des titres qui contiennent les termes identité nationale, registre descendant du Migré. Il y a aussi des publications sur l'histoire de mutilation génitale de l'homme. On a encore tous nos pays du monde. Et alors là, on voit qu'effectivement, il y a encore quand même des classes où il y a encore un grand nombre de documents, 193, avec les histoires de conjoncture, on va dire plutôt. Là, ça se rassemblerait peut-être des titres qui contiennent et qui travaillent plutôt sur l'histoire de la démographie, avec Vincent Gourmet, je crois. Et voilà, on voit des siècles. Et en fait, ici, il a regroupé plutôt des titres de publications qui sont des résultats d'enquête sur la violence, l'enquête d'Irage, l'espace de vie entourage, les trajectoires. Donc là, c'est très lisible. Moi, je pense que ce dendrogramme est plus intéressant à analyser et regarder que celui effectivement qui est produit par FactMiner, où il va nous afficher en plus en bleu les mots surutilisés et en rouge, on voit un petit peu là les mots sous-utilisés dans les classes. Et nous, on vous renvoie sur la documentation du package RENET qui est vraiment très bien fait par Julien Barnier. Par contre, effectivement, une fois qu'on a créé cette classification, donc là, effectivement, on l'a choisi en 5 classes, mais je peux tenter de la faire en 15. En faire moins de classes. Disons que c'est pareil, ça nous a, les titres très atypiques sont encore restés isolés, mais effectivement, ça nous a encore refait des classes qu'on a envie de redécouper. Mais bon, elle a quand même mon arbre de classification n'est quand même pas tout fait. Et donc, on peut effectivement lancer. C'est me retirer de la variable de groupe, de ma variable de classification, je ne la trouve pas. Ah, t'as mis 8 au lieu de 6, non? Ah ben oui, c'était parce que j'avais changé. Donc, il m'affiche effectivement pareil. Donc là, c'est pas hyper lisible là, parce que c'est pour chaque classe, il m'affiche les mots les plus spécifiques des classes. Mais c'est moins joli quand même que dans l'arbre de classification qu'on voyait tout à l'heure. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, cette variable de classification, on peut la récupérer, la mettre dans nos... Encore une fois, comme tu m'amuses à changer le nombre de classes, et donc, on peut aussi la garder dans nos corpus de métadonnées. Non, on t'entend plus. Là, je me parle toute seule. En fait, voilà. Donc, vous voyez que la variable de classification, on l'a récupérée dans nos métadonnées et on peut la réutiliser
Donc, comme on a pu, c'est comme ça qu'on en fait, on affiche les mots, le vocabulaire spécifique des classes et les documents caractéristiques des classes, mais on peut réutiliser cette variable de classification dans d'autres analyses. Voilà pour ma démonstration dans RStudio. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. J'arrête le partage, comme ça on verra mieux. Bon, en tout cas, merci beaucoup Milan et Bénédicte pour cette présentation. Donc voilà, vous êtes invités à poser vos questions ou à nous faire part de vos commentaires. Hein, si vous pouvez intervenir directement en activant vos micros. J'ai peut-être une première question, mais qui est plus aussi une remarque un peu, qui est en lien avec la question de Pierre Merclé tout à l'heure dans le chat, qui posait la question en fait de la suppression des accents pour nettoyer le corpus. C'est vrai qu'on est passé assez vite sur cette phase-là, mais on sait bien que quand on récupère du texte dans des enquêtes en ligne, ou en tout cas qui peuvent être saisies depuis des téléphones ou depuis des smartphones, le texte qu'on récupère n'est pas toujours très très propre. C'est pas la fonction d'Artemis, on l'aura bien compris, mais vous, est-ce que vous avez un peu des solutions ou des manières qui vous semblent assez efficaces pour travailler ces corpus, ou en tout cas pour les nettoyer, pour être sûr de travailler sur les bons mots et pas les mots mal saisis. Voilà, un peu sur la préparation du texte, du corpus pour l'analyse, quoi. Alors, c'est sûr que là, on a un peu triché en prenant des titres d'articles, il n'y a pas de faute. C'est toujours bien écrit, hein, ça, c'est sûr. On a sauté sur cette difficulté. Non, après, effectivement, quand c'est des fautes d'orthographe ou des fautes d'accord, il n'y aura pas de souci des lématisations. Après, quand il manque des accents ou quand il y a les mots qui sont abréviés, là, il n'y a que à la main. Moi, que Milan ait une autre idée, mais je ne vois pas trop comment faire. Hein. Les accents, je pense que c'est assez facile. En fait, une fois qu'on a le tableau lexical, on peut très facilement, je pense, il y a des paquets, par exemple, peut-être avec Stringer dans R qui supprime les accents. Donc, il suffirait de récupérer le dictionnaire, de supprimer tous les accents. Par contre, il faut aussi le supprimer dans le dictionnaire de lématisation, dans le lexique 3, là, si on l'utilise pour que les mots correspondent. Mais je pense qu'en 2 lignes, en fait, ça peut se faire d'éliminer complètement les accents. Par contre, les fautes d'orthographe, avec Snowball C, là, qui utilise l'algorithme de Porter, je pense qu'il n'y a pas d'erreur dans la terminaison, il doit à peu près s'en sortir. Mais bon, il va pas détecter l'erreur pour retrouver le mot d'origine. Ça, c'est sûr que. Peut-être qu'il y a des dictionnaires, des fautes fréquentes. Je sais que dans LibreOffice, il y en a un qui corrige quelques erreurs. Donc ça pourrait se faire, mais c'est. Voilà, on a Julien qui nous donne une possibilité. Voilà. Il y en a qui ont des idées. Prenons-les. Oui, après, je pense qu'il y a un calcul à faire, avantage-bénéfice. Hein. C'est vrai que moi, j'avais reposé la question à Pierre pour savoir dans quel contexte il voulait supprimer les accents. C'est clair que des fois, on peut peut-être quand même avoir intérêt à les conserver, hein, pour bien différencier les mots. Mais c'est vrai que ce nettoyage de données, que ce soit en données textuelles ou données statistiques quantitatives, il nous occupe un certain nombre de temps. Alors, il y a plusieurs solutions qui ont été proposées dans le chat, là, effectivement, avec iconv ou avec Stringy, qui marchent. C'est vrai que quand on a un corpus qui n'est pas vraiment propre, je pense que ça doit valoir le coup de supprimer les accents, les avantages doivent dépasser les inconvénients. Après, tout dépendra des corpus qu'on va analyser, hein, ça c'est sûr. Hein. Qui travaillent sur des discussions, sur les chats, etc., c'est sûr qu'il n'y a pas une écriture très propre. Hein. Alors, il y a une question qui a été posée dans le chat, en fait, c'est est-ce qu'on peut repositionner Artemis par rapport à Quendata, ou enfin, en tout cas, quels sont les avantages de Artemis par rapport à ce paquet-là? Donc, c'est une question de Gilles Prado dans le chat. Alors en fait, quand TEDA, ça a été créé à peu près en même temps, peut-être même après Artemis. Donc en fait, au début, on ne connaissait pas du tout, on l'a découvert relativement récemment.
Alors, je ne suis pas un expert, mais j'ai l'impression que l'approche est un peu différente. Nous, donc on a pas mal implémenté ce que j'appelais les statistiques, la méthode classique des statistiques lexicales. Donc le bar SLM, les spécificités, etc. J'ai pas l'impression que Canteda fasse ça, mais après il fait d'autres choses qu'on fait pas. Donc en fait, comme on peut passer de l'un à l'autre, je pense que c'est pas mal. Peut-être que nous, on est un peu plus... on vise plus à un public de novices, peut-être. Le but, c'était vraiment de simplifier les opérations d'importation. Peut-être que Canteda vise un public un peu plus averti, potentiellement. Et peut-être qu'on vise plus des gens qui ont des questions ouvertes dans des enquêtes, en fait. Où là, effectivement, si on veut croiser les mots avec les caractéristiques individuelles ou d'autres caractéristiques, c'est quand même assez puissant. Enfin, en tout cas, l'analyse factorielle, pour explorer ces données, c'est quand même pas mal. Oui, juste, quand vous l'avez créé, vous, c'est parce que vous en aviez besoin pour faire de l'analyse de questions ouvertes, de questionnaires? Le premier usage À la de base, Artemis, c'était ça? c'était plutôt pour des articles, en fait, à la base. Des articles de presse. D'accord, ouais, les articles de presse. Mais c'est vrai qu'à l'INET, on peut avoir des questions ouvertes, et quand même, du coup, comme effectivement, ça permet de faire la même chose que faisait SPAD, par exemple, c'est quand même assez pratique. Je t'ai pas bien entendu, tu dis que ça fait la même chose que SPAD? Ah oui. Le module d'analyse textuelle de SPAD, ça se rapproche assez du module d'analyse textuelle de SPAD, qui fait l'analyse factorielle. Oui, parfois, c'est exactement les mêmes valeurs. Ouais. Ça veut dire que vous avez comparé en faisant les mêmes traitements, c'est ça? On avait vérifié sur les spécificités, normalement, c'est la même chose. Enfin, c'est difficile à reproduire parce que la lématisation n'est pas la même, etc. Mais si on fait bien attention, on retrouve la même chose, normalement. Non, et puis là, moi, je trouve l'intérêt, alors, Canteda, je ne sais pas trop, mais c'est effectivement cette souplesse avec la lématisation. On peut enlever des mots, choisir comment ils sont lématisés et la corriger. C'est quand même très bien. Je rappelle, pour les utilisateurs d'Iramitex, c'est quand même plus compliqué. Et maintenant qu'on peut choisir des mots qu'on va analyser sur une catégorie grammaticale avec ce qui a été rajouté là par Milan avec Lexique 3, c'est quand même super. Parce que ça permet d'enlever plein de mots qui n'étaient pas porteurs de sens et qui, effectivement, quand on avait des textes plutôt longs et plutôt riches, on brouillait quand même pas mal de choses. Juste que je comprenne Je bien. reprends le chat. Ouais, vas-y. Pardon. Pendant ce temps-là, mais juste que je comprenne bien le module dont tu parles, parce que c'est vrai que Bénédicte l'entend de moins en moins bien. Donc, On se me rapproche. et donc le module dont tu parles, il permet de supprimer automatiquement les mots rares, c'est ça? Ou les mots Non, des mots mettant les pronoms personnels. Si je ne veux pas, j'enlève les pronoms personnels. Tous les mots pronoms personnels. Par catégorie grammaticale de mots. D'accord, donc j'ai une claire option, j'enlève les pronoms personnels, c'est ça? Oui. Et je peux garder les possessifs. Oui. D'accord. Ce que fait Iramitex. Bah, c'est bien parce qu'on va arrêter de se faire fâcher par les linguistes, en fait, qui nous reprochaient pendant longtemps, enfin, plutôt en tout cas, les utilisateurs de SPAD ou d'Alceste de faire de la lexicométrie un peu bête et pas tenir compte des catégories de mots. Donc oui, je remontais le chat, j'ai pas vu de questions, donc n'hésitez pas à intervenir à l'oral. Juste sur les corpus de presse, t'as mis 3 exemples dans la diapo. T'as pas parlé de Retro News, qui est du coup un catalogue de presse de la BNF sur des textes entre 1650 et 1900. C'est un corpus qui intéresse beaucoup les historiens. Est-ce qu'on peut le connecter à Artemis ou pas, ou est-ce que vous avez essayé ou pas du tout? Non, j'ai pas regardé. De manière directe, on peut pas, mais il y a toujours un moyen de l'importer en TM et après peut-être qu'on peut se débrouiller. Mais non, pour l'instant, c'est pas géré. J'ai pas regardé. D'accord. C'est pas forcément très dur en fait en fonction, surtout que c'est la BNF. Donc par exemple, Factiva ou LexisNexis ne facilitent pas la vie puisque souvent ils fournissent des fichiers au format XML qui sont assez propres, mais en fait il faut payer très cher et les universités les ont pas. Donc souvent on a des formats HTML moins propres et donc ça complique un peu la vie. Mais si la BNF exporte un truc un peu propre, en fait ça peut être assez facile de l'importer.
Le plus dur, en fait, c'est de gérer des formats qui changent tout le temps. Et là, c'est vraiment galère, puisque dès qu'un utilisateur débarque avec un format qui ne fonctionne pas de Factiva, c'est vraiment la guerre pour arriver à les gérer tous en même temps. C'est pas fait pour nous faciliter la vie. Donc, je relance à mon appel. Allez-y. Enfin, si vous voulez faire des retours, hein, n'hésitez pas à prendre le micro, ce sera plus simple. Vous arrivez à lire le chat là? Parce qu'on a une question qui est tombée. Mhm. Ah, mais je veux bien. Oui, je vais la lire parce qu'elle n'est pas enregistrée. Donc, la question c'est de Alice Brenon. Bonjour, merci pour la présentation. Dans quelle mesure a-t-on accès à un format intermédiaire avant les analyses statistiques pour, par exemple, donner un corpus déjà lemmatisé et normalisé par un outil externe? Alors, on pourrait, enfin ça dépend, mais par exemple, il suffirait d'entrer un texte qui a déjà été lemmatisé et normalisé, c'est pas un problème. Après, il suffit de désactiver la lemmatisation pour pas les relématiser. Et donc vous l'avez déjà utilisé donc pour des articles de presse. Vous l'avez utilisé, est-ce que par exemple moi Spatch, je l'avais utilisé pour des questions ouvertes. Ça, vous l'avez utilisé aussi pour des questions ouvertes de des questionnaires? Oui. Et en revanche, pas pour des entretiens, j'imagine. On a fait des tests, mais je crois pas que... Les entretiens, tant qu'on ne veut pas choisir les mots, en fait, enlever les mots de certaines catégories grammaticales, c'était quand même pas terrible. Maintenant qu'il y a ça, je pense que ce sera déjà beaucoup mieux. Mais il y a aussi l'histoire du découpage, c'est-à-dire qu'effectivement, là, quand il fait des classifications sur les paragraphes, je pense que quand même, pour des entretiens, la classification RENET, maintenant, elle va être beaucoup plus puissante, puisqu'en fait, elle nous permet de garder effectivement des unités textuelles qui ont un certain nombre de mots analysables. Il fait son découpage sur le nombre de mots et pas un découpage sur le critère du paragraphe. Et donc, ça fera des unités de texte beaucoup plus cohérentes à classer. Donc, je pense que ça sera beaucoup mieux. Donc, on peut utiliser la RTMIS pour la lemmatisation et puis après, et faire d'autres choses, et puis après, faire la classification plutôt avec RENET. Alors, il y a un commentaire de Pierre-Guillaume Prigent qui l'utilise pour faire des connexions entre les thèmes d'entretien analysés. Donc, apparemment, c'est possible. Alors, moi, je suis en train de répondre que le texte, enfin, le code est disponible avec une URL, mais je n'arrive pas à l'atteindre. Elle a été coupée. C'est ça à la fin? Ouais. Ah oui, donc je la remets alors. En tout cas, vous l'avez dans les notes partagées, l'URL. Ouais. Et donc, dans le fichier, vous avez les données, le dictionnaire, qui est disponible en ligne, le dictionnaire, et du coup, le code. Donc, normalement, tout peut tourner en un seul clic. Et donc là, on a vu que ça marchait parfaitement, mais dans la vraie vie, il y a des bugs, c'est facile à installer. Dites-nous la vérité. Non, c'est facile à installer, hein, parce que comme c'est un paquet R standard, il y a beaucoup de dépendances qui vont être installées automatiquement, mais normalement, il n'y a pas de problème. On n'a pas eu de problème depuis longtemps. À une époque, il y avait des problèmes de lemmatisation avec Java, c'était l'enfer. Mais là, non, maintenant, ça s'installe assez bien. Il y a pas de... Et là, c'est quasiment la vraie vie, parce c'est un nouveau corpus qu'on vient de prendre. On a travaillé pendant moins d'un mois. Et ça marche à peu près. Bon, c'est un corpus propre, mais on ne triche pas complètement. Et c'est vrai que là, ça répond. Alors, il y a une question. Ouais, vas-y. Non, il y a une question sur le fait que quand les corpus sont très gros et que du coup, le contrôle manuel n'est pas possible. Après, c'est pas vraiment un problème parce que, on peut garder les termes snowball non nettoyés à la main. Ils sont corrects, ils sont parfois un peu trop agressifs dans la simplification, mais c'est pas non plus très grave. C'est une petite perte d'information. C'est juste que c'est un peu moins beau. Voilà.
Oui, parce que même quand on a très fait utilisé. Hein. l'alématisation avec Lexic 3, elle était déjà beaucoup mieux que celle de Snowball. Hein. Donc, la combinaison des deux, même si, plus. même s'il reste des termes qui n'ont pas été reconnus par Lexic 3, qui ont été lématisés par Snowball, c'est pas non plus scandaleux. Il y a pas mal de. Je pense qu'en machine learning, ils l'utilisent beaucoup sans du tout faire de nettoyage, donc c'est pas très très grave. Et même à la main, c'est peut-être faisable hein, d'ailleurs. En tout cas, nous, on a trouvé intéressant de pouvoir tout faire dans R. Au moins de corriger la lématisation et tout, laisser des traces pour tous les traitements qui avaient été faits. Quoi. Ouais, On n'a pas triché. Ouais, c'est ça, dans ton code, oui, c'est ça. Donc là, dans ton code, c'est ce que tu nous as montré, mais c'est vrai que je n'avais pas réalisé, c'est que vous avez en une seule opération, quoi, en un seul script, vous avez réussi à vraiment tout faire, c'est-à-dire la lématisation incluse et propre. Parce que par exemple, moi, je détestais dans SPAD le fait que ça ne laissait aucune trace. Et moi, j'avais beaucoup de mal à refaire la même analyse factorielle d'un jour sur l'autre, quoi. C'est-à-dire que si je passais mon temps à noter tous les paramètres que j'avais pu cliquer, c'était insupportable pour pouvoir reproduire, quoi. Euh, Et si je me souviens bien, l'animatisation, plus on la faisait avec un clic souris, quoi, je me souviens plus bien, mais on faisait un truc avec un clic souris, et alors c'était super facile d'oublier un mot, d'oublier quoi. Donc d'avoir une analyse différente, quoi. Et donc là, la lématisation, même si c'est pas très beau, parce que ça fait là, ça fait 100 lignes de code, donc c'est un peu lourd, mais on peut faire un script R à part et l'exécuter dans son script. En fait, il y a des moyens aussi de la cacher, de pouvoir la voir. L'autre manière, en fait, on a le dictionnaire au format CSV, donc on peut très bien l'éditer dans un tableur et le garder dans un coin comme référence. Quoi. Et donc, on peut y revenir facilement, le modifier un petit peu, on a quand même une trace. Ouais. Et s'il manque des mots dans ce dictionnaire, ce lématiseur, on peut aussi les rajouter. Parce que c'est un fichier texte, en fait. Donc, le lématiseur est un fichier texte, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, les mots qui ne sont pas reconnus, on peut les rajouter dans le dictionnaire. Les 100 corrections que tu as faites là, sur les noms de pays, notamment, tu aurais pu le mettre dans un CSV et lire le CSV depuis R, c'est ça? Plutôt que d'avoir du code. Dans Lexic 3, je suppose qu'ils sont mal écrits. En fait, on a le dictionnaire, donc il suffit de l'ouvrir. Et... Oui. Le dictionnaire, c'est un data frame qu'on pourrait charger d'un fichier CSV comme n'importe quel. D'ailleurs, le dictionnaire lui-même, le Lexic 3, il est chargé aussi à la main, donc ça pourrait... On a montré Lexic 3, mais ça pourrait en être un autre s'il y en a d'autres qui existent, ça pourrait être quelque chose qui a été fabriqué à la main. Vous voyez là mon dictionnaire? Oui. Donc c'est un fichier texte en fait. Donc effectivement là, si ça m'a cherché un nom de pays... tu avais l'Algérie de mémoire dans ta liste. Oui. Ça va être un peu long, mais je vais y arriver. Donc là, c'est le fichier une fois que tu as fait tes corrections dans ton code. Non, c'est le premier fichier qui a été importé, c'est le fameux Lexic 3 qui va repérer qu'il y a tous les mots de la langue française, enfin sauf quelques-uns qui l'ont fait, avec sa catégorie grammaticale. Et donc ça nous a permis de lématiser les mots, puisqu'en fait il a vu les mots tels qu'ils étaient écrits ici, et il les a corrigés par cette forme-là, qui est la forme lématisée, et en même temps il nous a dit si c'était un adjectif, un verbe, voilà. Et donc après, on peut lui dire, tu ne gardes que les verbes ou que les adjectifs parce que je les ai identifiés, alors qu'au départ, on ne les avait pas identifiés. Artemis les identifie. J'arrive en Algérie. Mais Algérie, il n'y sera pas du coup, puisque justement, il n'a pas été reconnu dans celui-là. C'est proche, il n'a pas été reconnu. En tout cas, tous ces mots, on peut les rajouter. Quoi. Voilà, donc on peut les rajouter. On peut rajouter tous les mots manquants et puis le faire. Ou le mettre dans un fichier à part et puis les fusionner en R si on veut. En tout cas, ça nous donne cette souplesse qu'on avait un petit peu, pour ceux qui disaient Alceste, on pouvait un peu retravailler la lématisation. Là, on peut la retravailler aussi. Algérien. On a algérien, mais on n'a pas Algérie. Ah oui, c'est bizarre ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne le reconnaissaient pas. Et donc, il suffit à la fin de rajouter une ligne, je suppose, et on rajoute Algérie ici. Et comment ça se fait qu'il n'y ait pas Algérie? C'est parce que c'est considéré comme un nom propre?
C'est un peu étrange. Alors après, c'est fabriqué, c'est un corpus assez original, hein. C'était fabriqué à partir de... Ils ont récupéré des sous-titres de films, je crois, pour avoir un langage un peu proche de l'oral, des textes de différentes sources. C'est pas forcément exhaustif, hein. Il faudrait voir s'il y a peut-être d'autres sources qu'on pourrait utiliser en combinant plusieurs dictionnaires. Non, hein. Parce qu'on avait plus de 140 000 lignes. Donc il y a plus de 140 000 mots qui seront déjà reconnus. Mais encore une fois, hein, les mots qui ne sont pas reconnus, il les traite quand même. On peut lui dire, on ne les enlève pas. C'est important aussi de pouvoir ne pas enlever les mots qui ne sont pas reconnus. Dans ce cas-là, ils seront juste pas lématisés, c'est ça? Oui. Et donc après, ils ne sont pas lématisés, on peut les lématiser nous à la main. Peut-être que c'est un choix de leur part de ne pas mettre les noms propres, puisqu'ils n'ont pas besoin d'être lématisés, a priori. Et nous, comme on avait pas mal de noms de pays, ça faisait un peu moche. On a toujours un problème avec Paris, qui s'écrit toujours P-A-R-I et pas P-A-R-I-S. Mais on peut imaginer justement que si tes mots sont pas lématisés, par défaut, tu lui dis que c'est un nom propre. Il y a ce genre de possibilité aussi? Non, Ça dépend de c'est ton juste- corpus, mais là, vous tournez autour de ça, donc je me dis qu'après tout... Après, je vais Il regarder. y a le ce qu'on avait- DELAS ou le DELAF, enfin, il y a d'autres... et je sais pas, moi je suis plus habituée à Tritager qu'à Lexique 3. Et donc j'imagine qu'il faut faire un peu de gymnastique, mais il y a peut-être des possibilités de ce côté-là. Après, là, c'est assez... Vas-y, Milan. Ouais, c'est assez limité par rapport à Tritager, je pense, parce que je connais pas bien Tritager, mais là, c'est vraiment un mot isolé, donc il n'y a pas du tout de contexte pour essayer de deviner ce que ça pourrait être, ce mot. Donc, si le mot n'est pas reconnu, on peut penser que c'est un nom propre, quoi, mais... Si vous voulez voir En les Tritager, mots ça qui fait... sont pas reconnus. Tritager, c'est pareil, hein, ça fonctionne sur du lexique, et il y a lexique non propre et lexique... Ok. Il n'y a pas de contextualisation non plus. C'est moins fourni, en fait, le tableau, et ça fonctionne sur des tableaux qui sont moins fournis que ceux de lexique, là, a priori, que je viens d'aller revoir, lexique 3. Là, j'affiche les mots qui n'ont pas été reconnus. Donc, effectivement, il y a 178. Donc, effectivement, des prénoms, des noms de pays. On a aussi des vocabulaires, voilà, à l'AMP, parce qu'effectivement, à l'INET, il y a pas mal de publications sur l'AMP. Voilà, avec une bioéthique. Voilà, ça n'a pas été reconnu, hein, mais en même temps, ça n'a pas été reconnu, mais ça n'a pas été lématisé. Après, il y a tous les sigles aussi, finalement, tous ces sigles qui vont passer en minuscules par l'opération de la minuscule, ça peut être une perte d'infos, quoi. Mais vous voyez, Asie, c'est pour ça que moi, je les ai repris. Et en fait, c'est ça que j'en ai repris et je les ai retravaillés. J'ai rajouté le E, quoi, parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Pour faire une première exploration, c'est pas grave. Que la lématisation ne soit pas très jolie, le tout, c'est qu'on ait gardé les mots. Après, si on affiche des résultats et qu'on veut montrer un plan factoriel avec des mots corrects, ben, on vient un peu de retoucher cette lématisation. Hein. Non, mais ce qui est super, c'est d'avoir cette liste de termes non reconnus. C'est ce qu'il faut, en fait, en effet. Voilà. En tout cas, on voit ce qui se passe. Vous voyez les chiffres, 5, ils sont pas reconnus. Et il y en a 178. C'est pas énorme, 178 mots par rapport à tout ce qui est socio-économique, socio-spatial, c'est pas reconnu. Mais à la limite, on peut les rajouter. Comme nous, on travaille plutôt sur des mots comme ça, on peut les rajouter en dictionnaire. Les chiffres On a une question. VIH, on a une question sur la classification, là. Oui. En fait, tout ce qu'on a montré, c'est des algorithmes. Alors, les premières séries, c'était de la classification ascendante hiérarchique. Donc, les méthodes un peu classiques. Donc, c'est Factominer qui le fait, en fait. Hein. Oui, Factominer et peut-être les fonctions de base de R aussi, si on ne le fait pas sur l'AFC. Et donc là, c'est le critère de Ward qui est utilisé. Donc, c'est un peu la méthode la plus classique, il me semble, de classification. Et celle de Reinert, la méthode Reinert, c'est une méthode descendante et c'est un truc qui est un peu spécifique à l'analyse textuelle. Et d'ailleurs, qui était un peu sous-documenté, je crois, avant Iramutek et Reinert, c'était quand même quelque chose de très obscur. Là, je crois que maintenant, on sait un peu mieux comment ça marche.
Mais dans les deux cas, je crois que c'est du non supervisé un peu, s'il faut traduire ça en langage machine learning. Alors après, on peut en appliquer d'autres, puisque c'est une fois qu'on a un tableau lexical, en fait, c'est une matrice. Juste sur les classifications de données textuelles, on avait en tête pour le moment de faire un tuto là-dessus sur les différentes méthodes. Et c'est vrai que ça peut peut-être valoir le coup. Voilà. Bon, ça va dépendre des données en même temps. Et pour revenir sur ce que dit Bénédicte Pincemin, oui, dans le chat et sur Tritager, c'est vrai que Tritager garde la multiplicité d'étiquettes. Ce qu'on avait tout à l'heure pour le été qui doit être choisi comme le verbe être ou le nom commun été. Dans Tritager, il y aura la double étiquette qui est gardée. Mais c'est vrai que Tritager n'est pas implémenté dans R, ça c'est... Et c'est dommage. En fait, ce qui serait bien, c'est de pouvoir tester un autre lématiseur pour doser les choses, quoi. Mais... Après, dans Lexique 3, il y a une colonne avec différentes catégories grammaticales pour un mot. Et la difficulté, c'est de choisir après, en fait. Ça dépend ce qu'on veut faire. Mais là, c'est ce que vous avez choisi. Je crois que donc là, on a pris le plus fréquent. On a classé par fréquence. Du coup, on a pris la catégorie qui était la plus fréquemment utilisée pour chaque mot. Et on pourrait dire, on va garder tous les mots qui ont au moins une forme dans telle catégorie, par exemple. Dans le doute, on peut être inclusif, ou au contraire être exclusif, si on veut. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que Tritager peut être appelé depuis R. Moi, je ne suis pas une utilisatrice de R, mais je vois que ça réagit, donc c'est super. On peut utiliser Tritager dans R. Je vois que la team lilloise est en forme, et ils ont plus de soleil, ils sont moins enrhumés, en tout cas. Il y a plein de solutions. Donc la prochaine, il y aura peut-être un tuto justement, peut-être sur Tritager. Sur les différentes lématisations possibles. Plus que sur la classification, à mon avis, ce serait plus bien. Du coup, enfin, je reformule un peu la question de Damien, mais en fait, Artemis fonctionne bien aujourd'hui. Il n'y a plus de bugs, et c'est plutôt, enfin, c'est assez Il n'y a jamais eu de intéressant. bug. Non, ce qui était plus compliqué, c'était l'installation du greffon plugin, le plugin là. Ouais. Artemis, mais dans Factominer. On l'a oublié celui-là, on l'utilise quasiment plus. Tout le monde est dans RStudio, dans RCommander. Et c'était ça qui était plus compliqué à installer dans RCommander. Mais maintenant, c'est tellement plus souple d'utiliser RStudio que. Oui, c'est ça. Non, parce que c'est pour rassurer les utilisateurs, parce qu'il y a parfois des effets de réputation qui jouent. Donc effectivement, qu'on soit bien clair, l'installation est beaucoup plus facile que du temps de RCommander, quoi. Mais tu confonds peut-être les problèmes d'installation de Diramitech. C'est mesquin. C'est là où je on croyais va que la dire publicité comparative était interdite sur ma TV. Quand vous parlez de problèmes d'installation avec RCommander, vous avez une expérience particulière? Parce que je sais que Bénédicte a eu des problèmes, par exemple, à l'NSAI, mais c'est parce que les ordinateurs sont très contrôlés. Enfin, sur un ordinateur personnel, il me semble que ça marchait quand même relativement bien, non? Oui. Non, il n'y a aucun problème. Non, là, on a eu vraiment peut-être aucun retour de personnes qui n'arrivaient pas à l'installer, ce qui est quand même un peu extraordinaire. Super. Ou alors personne l'utilise, c'est possible. Et ça fonctionne même avec la version 4 de R. Ça fonctionne même avec quoi, t'as dit? La dernière version de R. Les versions récentes. Non, mais c'est une excellente nouvelle, hein, ça donne envie de l'utiliser. Et effectivement, ça semble plus adapté que SPAD à un traitement un peu propre, quoi. Donc si vous me dites que vous obtenez les mêmes résultats... C'est surtout que c'est gratuit. Oui, et puis vraiment, maintenant, avec Shiny, on peut déplacer les mots. Enfin, c'est vraiment souple, quoi. Les graphiques sont beaux.
En fait, c'est Julien Barnier qui fait le travail, hein, on ne dit pas. Ben oui. Il a fait l'interface, il a fait Remake. Ah oui, tout à l'heure, il y avait un Julien qui était là, je ne sais pas si c'était lui ou pas, mais effectivement, ce serait une bonne idée de faire intervenir Julien sur une session sur les méthodes de classification et sur le package RENET. Écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais on peut peut-être en prendre une ou deux derrière, pour conclure ce tuto. Le temps qu'elles arrivent, on peut faire un peu de pub pour la prochaine session du tuto qui sera le 14 juin, qui sera dédiée à TXM, qui est une plateforme pour faire de la textométrie. Alors, Frédéric me reprendra peut-être si je dis que c'est de faire de la lexiciométrie, mais en tout cas, on va rester encore dans l'univers de l'analyse textuelle. Donc, n'hésitez pas à suivre ce tuto qui aura lieu le 14 juin prochain. Et donc, je vois une question là. Alors ça, il y a un sacré ventilateur, mais enfin, tu ventiles pas avec une tondeuse quand même. Et donc la question, ce serait de faire un tuto. Écoute, je sais pas, est-ce qu'à l'INED, vous faites des formations, des ateliers d'analyse textuelle ou Oui, séminaire russe? Un peu dans le cadre de séminaire russe, après, on fait un atelier l'après-midi pour des grands débutants. Donc, c'est peut-être dans le cadre d'un séminaire russe qu'elle peut venir. À l'INED, en fait, c'est des formations internes. Donc, c'est vrai que si vous êtes contactez-nous et puis on verra ce qu'on peut faire. Mais honnêtement, là, en suivant les scripts, ça ne devrait pas être trop compliqué. Il y a l'étape Europress, là, peut-être en particulier. Donc, il y a la partie exportation depuis Europress. Alors, je ne l'ai pas fait depuis longtemps, mais je pense que ce n'est pas trop difficile. Et après, ce qui change, c'est la première ligne. Là, c'est un peu la phase import corpus. Il y a une ligne à changer où il faut lui donner les fichiers. Et après, le reste est le même. Donc, ça peut quand même se faire, je pense, sans trop modifier le script qu'on vous a montré là. Ça va être faisable. Et puis, pour le tuto Artemis, il y a aussi un pas à pas qui est sur le site de Artemis. J'ai mis l'adresse dans le chat au début. Entre le tuto et ça, il y a déjà pas mal d'éléments, parce qu'en fait, c'est un peu la même chose. En fait, il n'y a pas beaucoup de fonctions dans Artemis, finalement. Mais c'est vrai que le plus dur est souvent de trouver le bon format d'entrée. Donc, importer son corpus pour l'amener d'Europress à Artemis, c'est souvent là qu'on peut passer le plus de temps. Et grâce à vous, derrière, il y a tous les scripts qui roulent et qui peuvent être utilisés. Donc, et pour rebondir sur l'annonce que faisait Benoît pour le prochain tuto, ce sera l'angle d'attaque principal. Donc, c'est Flora Badin qui nous fera l'annonce sur TXM. Et elle va passer beaucoup de temps à expliquer comment préparer un corpus pour l'importer dans TXM, mais peut-être qu'il y aura aussi du coup des réponses pour l'importer ailleurs que dans TXM. Et il y aura tout un pan de sa communication là-dessus, sur comment faire pour importer un corpus, qu'il soit brut ou déjà enrichi, dans un outil pour l'analyser au mieux, lexicalement parlant. Donc plus avec TXM, mais peut-être qu'on aura des réponses par rapport à ce que vous dites là sur Europress, par exemple. Voilà. Et je redis aussi ce qu'a dit Milan sur les plateformes de corpus qui parfois évoluent indépendamment des logiciels, et ce qui fait que on a beau avoir des super collègues qui développent des packages ou des logiciels, et à un moment donné, on se retrouve désynchronisé, la petite touche importer les données d'Europress ne fonctionne plus. Mais c'est malheureusement comme ça, faut attendre, mais effectivement, c'est vrai que on a eu plusieurs fois des dialogues sur Europress où zut, ça marche plus l'importation. Donc là, faut s'adapter, faut attendre ou de redévelopper soi-même ou redemander aux développeurs de se pencher sur le problème.
Parce que là, pour importer le fichier CSV, c'est pas compliqué, mais c'est vrai que ça peut pas se faire. C'est pas une importation d'un fichier CSV classique, parce qu'en fait, il faut bien qu'il repère la colonne qui contient la variable textuelle. Donc c'est là que c'est une fonction import corpus qui n'est pas une importation classique, hein, même si c'est un fichier CSV. Et merci à Séverine, hein, dans le chat, elle donne le lien. On va peut-être le laisser en lien avec votre tuto sur la manière d'importer un corpus Europress. Il y a un carnet hypothèse sur ce sujet. Eh bien, je sais pas. Enfin, moi, j'ai plus de questions. Du coup, je pense que merci à tous et à toutes. Et puis, du coup, on se revoit le 14 juin pour continuer cette aventure d'analyse de données textuelles et de préparation de corpus, si vous le voulez bien. Donc, en tout cas, un grand merci à Milan et Bénédicte pour cette présentation, pour le développement du package et puis pour tout aussi les à côté du package, la documentation, les manuels d'analyse textuelle qui sont disponibles et accessibles dès lors qu'on peut se connecter sur Internet. Hein. Donc, merci pour tout ce travail et cette intervention dans les tutos. Merci Voilà, beaucoup. donc Merci merci à vous. Merci à vous.